Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous, ça se discute. Comme chaque mercredi soir, avec une émission consacrée à la politique ce soir. Car le savez-vous, nos invités souffrent les uns comme les autres en fait d'une baisse de crédibilité dans l'opinion publique. On leur prête une sorte de connivence assez embarrassante. Ils dîneraient aux mêmes tables, ils partageraient les mêmes salons, ils se tutoieraient en coulisses pour s'affronter ensuite tourbi et torbi, assez violemment parfois sur les plateaux de télévision. Les journalistes politiques et les hommes politiques appartiennent-ils à la même maison? C'est la question que nous posons ce soir, à la même maison, par exemple celle du pouvoir. C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir ce soir avec tous nos invités. Côté politique, deux porte-parole et non des moindres. Le porte-parole du gouvernement, M. Lamassoure, qui est avec nous. Le porte-parole du Parti Socialiste, François Hollande. Côté journaliste, Paul Gilbert et Jean-François Kahn pour la presse écrite. Plantu, qui accroche un regard dessiné sur l'actualité chaque jour à la une du Monde, qui collabore également à l'Express maintenant. Michel Bodiguel pour représenter la très influente presse régionale. Et puis également Denis Robert, qui a choisi, lui, de quitter la presse écrite, Libération en l'occurrence, pour s'exprimer à travers des bouquins en toute indépendance. Philippe Alexandre est également présent dans notre émission de ce soir pour représenter la radio, même s'il vient de quitter RTL après 27 années de service. Et Carl Zéro, enfin, est également notre invité pour représenter, lui, la télévision. Carl Zéro, qui, depuis quelques semaines, depuis le début de cette année, reçoit des hommes politiques, les interroge avec un côté un petit peu provo et en tout cas sans carte de presse. Ce soir, nous allons donc nous attacher à savoir comment ce petit monde fonctionne, comment est-ce qu'ils travaillent chacun seul de leur côté ou plutôt tous ensemble, est-ce qu'ils travaillent les uns avec les autres ou plutôt les uns contre les autres. Je vais leur donner la parole dans un court instant. Nous allons également voir tous les reportages qui vous seront proposés ce soir, mais je vous présente aussi celui qui nous servira de premier spectateur, qui est là pour regarder l'émission avec vous et qui aura le privilège ou peut-être la responsabilité en fin d'émission de nous dire ce qu'il a pensé de la discussion de ce soir. Il s'agit d'un auteur, d'un metteur en scène, d'un homme qui sait s'amuser sérieusement des choses drôles ou des choses un petit peu plus légères. Jean-Michel Ribes, que je vous demande d'accueillir. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Oh, vous avez l'air très sérieux Jean-Michel comme ça. Il y a un côté un peu grave, hein? Il y a un côté un peu grave dans cette présentation peut-être. Grave, cathédrale comme ça, oui. Très grave. Qu'est-ce que vous attendez d'une discussion comme celle-ci? Qu'elle m'épate. Ah oui? Ouais. C'est affolant ou faramineux ou formidable de voir le nombre d'émissions, d'idées, de politique, de chaînes tout info, de chaînes à moitié info, de chaînes pays, il y en a partout. Comme les médias ne sont absolument pas des mécènes, c'est donc il y a beaucoup de monde qui entend, beaucoup de monde qui regarde, ça passionne beaucoup de gens et en même temps, ces mêmes gens disent souvent que la politique les intéresse absolument pas. Ah ouais. Donc il y a quelque chose de très paradoxal là-dedans et la question que je me pose, c'est est-ce que ces émissions ne sont pas finalement simplement du spectacle et pas de la politique? Je me demande si au fond, ce pléthore de surinformation n'amène pas chez les gens une grande confusion sur la politique et ne favorise pas l'émergence d'idées très simplistes ou très débiles comme celle du Front National. Voilà à peu près avant de commencer ce à quoi j'avais réfléchi. Merci Jean-Michel. Vous intervenez quand vous voulez. Florian est également avec nous. Bonsoir Florian pour être le relais de tous ceux qui voudront poser des questions à nos invités ou faire des réflexions tout au cours de la discussion. Je présente maintenant nos invités reportage, en commençant par Carl Zéro. Bonsoir Carl Zéro. Bonsoir. Bonsoir Carl Zéro. Vous n'avez pas vu la télé depuis longtemps, Carl. Carl Zéro est depuis quelques années un amuseur public qui se nourrit beaucoup de l'actualité politique. Et puis depuis quelques semaines, depuis septembre, vous avez franchi un cap en proposant sur Canal+ tous les dimanches une émission qui s'intitule Le Vrai Journal, qui s'est donné pour mission d'aller enquêter, je dirais, là où les autres ne vont pas. Dans cette émission, vous interrogez également des hommes politiques. On verra un assez long document de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, parce que même si c'est une émission en clair, tout le monde ne regarde pas Canal+ aujourd'hui. Puis on a également retrouvé des gens que vous avez interrogés pour leur faire parler de votre style très particulier. Donc on va voir ça ensemble. Voici un extrait en fait du document qu'on diffusera un peu plus tard dans l'émission. Ça va, Carl? Regardons. Ok. Michel Charasse, est-ce que vous auriez d'abord l'amabilité de me pincer pour prouver que c'est pas une interview truquée? Parce que sinon... Pas vous pincer, mais enfin vous serrez la main. Voilà, et ça, en trucage, c'est pas possible à faire. Vous n'avez jamais touché un centime des sociétés Socopap et Gifco? Ah, écoutez, alors là, jamais je n'ai touché un centime de ces sociétés. Carl Zéro est l'une des vedettes de ce début de saison à la télévision. Son vrai journal a été suspendu, non pas à cause de ses interviews, mais pour un sketch où l'on assassine gaiement les plus hautes autorités de l'État. Carl Zéro et son vrai journal qui dérange davantage le pouvoir que ceux qui y participent. Je me suis dit, au fond, après tout, je vais entrer dans son jeu. Lui, il va faire Carl Zéro. Il va me caricaturer. Ça va aller au-delà de la caricature. Bon, et puis moi, je vais être moi-même, et puis on va se marrer.
Qu'est-ce que c'est quelques semaines de suspension 4 au total. Dans la vie d'un homme? Non, mais ça, bon, dans la vie d'un homme, j'imagine pas, c'est pas grand-chose, mais vous en appris sur la liberté d'expression? C'est une question difficile. Ouais. En faisant le vrai journal, ce que j'essaye de faire, c'est de faire ce qu'on ne voit pas à la télévision, ce qu'on voit parfois dans le Canard enchaîné, ou parfois dans Charlie Hebdo, ou parfois dans des trucs plus sérieux, mais dans la presse écrite, qu'on ne voit jamais à la télévision. Et comme je viens, vous l'avez dit tout à l'heure, du monde de la fantaisie, du monde féerique de la fantaisie, j'ai voulu continuer à faire des sketchs. Il semble qu'en l'occurrence, mal m'en est pris, puisque c'est sur un sketch qu'on est tombé. Et on a fait un sketch, donc je pense que tout le monde est au courant, une parodie de Pulp Fiction qui s'appelle Peuple Fiction, où on tue Chirac, je m'excuse monsieur Lamassoure, ou monsieur Juppé, monsieur Debré. Pour ceux qui ont vu le film, évidemment, c'est pas terrible, mais pour ceux qui l'ont pas vu, qui sont beaucoup plus nombreux, c'est vrai que c'est un peu dur et qu'on n'avait pas réfléchi à ça. Donc, en l'occurrence, j'ai dit on a fait une connerie, et c'est vrai qu'on a fait une connerie. Donc maintenant, on s'est arrêté, on essaye de réfléchir à comment ne plus faire de conneries. Ouais. Parce que, vous avez la clé? Oui, je crois que je commence à la trouver, mais attendez, ça fait que 2 semaines que je suis suspendu par les couilles, donc dès que je redescends, j'aurai trouvé. Je crois que maintenant, ce qu'il faut, c'est surtout arriver à continuer les reportages qu'on fait à la télévision. Parce qu'au-delà, bien sûr, de la connerie, je pense que l'interdiction, c'est un prétexte, et que l'important, c'est de pouvoir dire ce qu'on ne voit pas de nos jours, et qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on n'a jamais vu ça à la télé, mais c'est important qu'on le voit. Je crois que les hommes politiques, il faut leur parler normalement, il faut qu'ils nous expliquent normalement leur métier, qu'on comprenne ce qui se passe, parce qu'on a l'impression... Enfin, c'est venu comment le vrai journal? J'ai regardé les journaux et je me suis dit, à un moment, je ne comprenais plus rien, à part le reportage de la fin, les fraises dans le Quercy, ou des trucs à la mort moelleux. Donc je me suis dit, il serait temps qu'il y ait un journal où je comprenne tout. Et comme il n'arrivait pas, j'ai dit, je vais le faire. Monsieur Lamassoure, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre délégué du budget et porte-parole du gouvernement. Je ne sais pas si vous acceptez les excuses de Carl Zero, qui reconnaissait. Oui, est-ce que vous répondriez à une invitation? Oui, je t'en prie. Ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'en réalité, l'utilisation de Pulp Fiction pour imager la vie politique, ça a été fait sur Canal+, et c'est fait tous les jours par les Guignols de l'info, de manière très, très humoristique et avec beaucoup de talent. Donc il me semble que, je n'ai pas à me mêler des affaires internes de Canal+, mais il me semble que tout est dans la manière dont on présente les choses en réalité. D'accord. Monsieur Lamassoure, vous n'êtes plus député, vous avez été longtemps député des Pyrénées-Atlantiques. Aujourd'hui, vous avez un grave boulot. C'est vous qui êtes chargé de faire passer l'action du gouvernement auprès des journalistes et donc auprès de tous ceux qui nous regardent ce soir, auprès du public. Durant 48 heures, nos équipes de reporters vous ont suivi au cours de vos nombreuses obligations. Donc ça part du Conseil des ministres qui se suit d'une petite conférence de presse auprès des journalistes jusqu'à certaines réunions un petit peu en province. Enfin, on a été un petit peu partout avec vous pour essayer de comprendre comment vous fonctionnez, vous qui représentez le gouvernement, avec les journalistes politiques. Regardons un extrait du reportage que nous avons consacré. Messieurs, je propose de commencer. Cet homme de 52 ans, ministre du Budget, est aussi porte-parole du gouvernement. Tous les mercredis après le Conseil des ministres, c'est donc Alain Lamassoure raconte, en l'occurrence, les petites remarques du président. Il a demandé au gouvernement de réagir très vigoureusement contre les procédés de discrimination raciale qui existent à l'entrée de certains établissements pour adolescents, et notamment de boîtes de nuit. Sa fonction est donc de porter la parole gouvernementale. Il n'a pas le droit à la critique, ce qui peut être frustrant. En revanche, il a le droit et même le devoir de déjeuner avec des journalistes. Monsieur le ministre est servi. Reportage, donc, comme pour Carl Zero, diffusé un petit peu plus tard dans l'émission. Monsieur Bodiguel est également notre invité. Bonsoir, monsieur. Vous représentez la presse régionale, hautement influente. Vous êtes le rédacteur en chef de Presse Océan, qui est leader à Nantes et tout autour. En matière de politique, donc, votre mission est avant tout locale, mais pas seulement, puisque vos lecteurs, j'imagine, s'intéressent aussi à l'actualité nationale et internationale. En tout cas, vous avez une vie particulière, un peu différente des journalistes nationaux, puisque vous, au quotidien, vous côtoyez des élus locaux, le maire, le député et bien d'autres. On a essayé de comprendre un petit peu plus comment vous fonctionnez à travers un reportage. C'est Gilles Bornstein et Gilles Couder qui ont été à votre rencontre. 48 heures également. On va commencer cette émission avec l'intégralité du reportage que nous vous avons consacré. Nantes, en Loire-Atlantique, environ 250 000 habitants et ce qui n'est pas si fréquent, 2 quotidiens locaux. Ouest France, le mastodonte de la presse régionale, présent mais pas leader, car ici le numéro 1 c'est Presse Océan. 90 000 exemplaires vendus par jour, dont 60 000 sur Nantes Agglomération. Le titre appartient au groupe R100. En gros, c'est un journal de droite modérée.
Tout à fait, c'est une droite modérée qui correspond bien au climat ambiant de Nantes. C'est pas une ville d'excès ici. Et aussi bien dans la politique que dans la vie habituelle, c'est plutôt une ville de modération et de quiétude. Michel Bediguel écrit 3 éditoriaux par semaine et une chronique politique tous les samedis. Le sujet qui agite en ce moment la classe politique nantaise, c'est la décision du RPR de limiter à 75 ans l'âge de ses candidats. Car le patron de la droite locale et de la région, c'est Olivier Guichard qui, comme tous les gaullistes historiques, n'est plus tout à fait un gamin. Actuellement, moi, mes pronostics, je dis que si M. Guichard n'est pas capable de se présenter, il est probable que la région bascule à gauche, et ce qui serait quand même un fait un peu nouveau. Donc c'est lourd de conséquences. Je ne sais pas si tu as voté ça, la limite d'âge, l'âge canonique du président. Non, moi je suis parti avant le vote. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, je pense que si j'étais Juppé, je n'aurais pas voté le départ de Chaban pour cause de limite d'âge, alors que je savais qu'il allait se retirer. Non? Imagine que Guichard conduise une liste régionale. Comme les autres seront, quelque opinion qu'on ait de Guichard, seront moins bien que lui, en tout cas, il aura une puissance négative formidable. Donc, tout ça est absurde. Il faudrait mieux de s'occuper de leurs problèmes. Sourire et tutoiement ne doivent pas occulter la réalité. Entre journalistes et politiques, les relations sont compliquées. Les premiers sont attachés à leur indépendance, les seconds à leur mandat. Un article qui fâche et le sourire d'un jour se transforme en grimace avec lettre à la direction. La direction a reçu une lettre un peu furibarde de l'éminent parlementaire. Je me permets de vous rappeler, écrivant à ma direction, que nos relations sont amicales depuis longtemps. Elles ne le sont plus du tout avec M. Bediguel depuis longtemps aussi. C'est-à-dire qu'il avait complètement coupé les relations avec moi. Bon, ce sont des humeurs passagères. Parlons d'une femme, par exemple, puisque nous avons la chance dans cette région d'avoir Mme Hubert, ancien ministre, qui n'est pas d'un tempérament facile. Je vais vous donner une preuve. Alors, Mme Hubert conteste l'interprétation que je donnais des incidents dont elle était victime, et elle écrit que Michel Bediguel, c'est-à-dire moi, dépasse les bornes de l'impertinence, et en me présentant, écrit-elle, comme une inconsciente, il porte atteinte à ma crédibilité, et pire, laisse supposer que j'ai pu vouloir exploiter cette situation pour faire parler de moi. Ces interventions sont d'autant plus fréquentes que les journaux sont puissants. Il faut savoir qu'à Nantes, quand Presse Océan vend 60 000 exemplaires par jour, Le Monde en vend moins de 500. Pour les élus, l'indifférence d'un titre est donc inacceptable. Bon, je veux dire qu'il est très difficile de se passer d'une sorte de soutien, fut-il objectif, de la presse locale. Ça me paraît impossible. Parce que je le retrouve au coin des témoignages des lecteurs qui disent « Ah, hier, j'ai vu, demain matin, on annonce qu'il y aura un truc de vous, etc. » Donc les gens lisent. Avez-vous le sentiment que les journalistes politiques font la politique? On n'élit pas un maire, pas nous. On peut éclairer les gens sur des choses importantes dont les politiques ne parleraient pas forcément, mais c'est évidemment l'électorat qui fait son choix. Dans l'aspect de la politique, la gestion de la vie du citoyen, oui, on y participe beaucoup. Il me vient à l'esprit un exemple qui est peut-être dérisoire, mais à mon sens révélateur. La municipalité, pour des raisons d'urbanisme, avait décidé d'abattre des platanes. Et c'était mal vécu, à la fois par les riverains, par les habitants. Et on a fait vraiment une chronique très suivie. Et à tel point qu'on a agacé, visiblement, puisque les derniers arbres ont été abattus de nuit, précipitamment. Ça a évité toutes les photos dans le journal. La qualité des relations n'a souvent rien à voir avec les tendances des uns ou des autres. Presse Océan, journal de droite, est théoriquement l'adversaire politique de Jean-Marc Ayrault, le maire socialiste de Nantes. Ça va, oui? Ça va, j'arrive de Paris, donc je t'ai fait un petit peu attendre, là, mais... Le PS est aussi attaché à moderniser un peu la vie politique. Il y a des propositions. On a fait des propositions. C'est pas sur l'âge, mais sur le cumul des mandats, il y a des... Oui, on ne peut pas être ministre et en même temps diriger une grande ville ou un département ou une région. Parce que... C'est-à-dire que tu refuserais d'être ministre. Ce que nous avons décidé dans le Parti socialiste, c'est qu'une loi prévoit que lorsque un maire devient ministre, automatiquement il abandonne sa fonction de maire ou de président
Et s'il n'est plus ministre, il la retrouve ensuite. Mais pendant la période où il exerce des responsabilités gouvernementales, c'est-à-dire au fond pour l'ensemble des Français, il se consacre essentiellement à ça. Ces deux hommes ne se tapent pas dans le dos mais ont des relations de confiance. De toute façon, le maire pratique peu le off et a donc peu d'occasion d'être trahi. C'est un côté un peu grossier. Bon, mais ses coups de fil de temps en temps, lui il m'appelle ou moi je l'appelle, je dis tiens, voilà, il y a telle chose, qu'est-ce que... Bon, mais après il fait son papier et puis on ne dit pas, on déjeune pas ensemble, on voyage pas ensemble. Ça nous arrive de déjeuner ensemble quand même de temps en temps. Ouais, enfin, tu me reproches qu'on déjeune pas assez souvent ensemble, c'est ça finalement? Peut-être. Il y a toujours un risque, ce qu'on pourrait appeler le copinage, c'est-à-dire si on est trop copains, il y a un moment où on n'est pas franchement indépendant, ni l'un ni l'autre. Bon, je crois qu'au bout d'un moment, il y a une confusion des genres. C'est-à-dire le politique se voudrait un peu journaliste, puis le journaliste voudrait être aussi politique. Et ça, c'est pas ça. En somme, tout est affaire d'éthique personnelle. Chacun connaît qui est un journaliste peu scrupuleux, qui est un politique indélicat, mais ce sont toujours les autres. En ce domaine, la vertu s'affiche plus facilement que le vice. Ça me paraît mieux. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est impressionnant. Ah oui, vous êtes impressionné par vous-même? Un peu par ce que l'on m'a dit. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Hérault. C'est dit Hérault, ah oui. Beaucoup. Ouais. Vous avez déjà été trop copain avec un homme politique? Pas du tout, non. Même si je les tutoie. Oui. Pourquoi vous vous tutoyez? Parce que vous connaissez bien? Parce que c'est facile le rapport. Moi, Hérault, je l'ai vu naître en politique. Il avait 25 ans. Il était le plus jeune maire d'une grande ville. Il naissait en politique et depuis, je l'accompagne. Sans qu'il y ait entre nous deux de relations très amicales. Amicales si, mais pas... Travaillant dans un organe de presse de droite, ça signifie que vous êtes de droite? Pas du tout, non. Je suis totalement indépendant. Et je garde cette indépendance. D'accord. C'est valable pour vous également, monsieur Guilbert, par exemple? De quoi, d'être de droite ou pas? Oui, vous qui êtes chef du service politique du Figaro. Non, mais j'appartiens à un journal qui en gros représente le courant de la droite libérale en France, c'est vrai. On sait pour qui vous votez? Est-ce que les journalistes, les hommes politiques savent pour qui vous votez, par exemple? Je ne crois pas. Non. Est-ce que c'est important Non, aucune importance. Non. Je ne pense pas. Il m'est arrivé de le dire quelquefois, mais enfin, c'est une question qu'un homme politique ne posera jamais à un journaliste, je crois. Oui. Donc ce n'est pas un problème. La relation avec les hommes politiques pour la presse nationale, évidemment, en écoutant notre confrère, je voyais que c'est un peu différent. Il est évident que les hommes politiques locaux ont un besoin des journalistes beaucoup plus grand que dans la presse nationale, il me semble. Vous êtes d'accord, François Hollande? Le rapport est un peu différent. Je suis d'accord, pour être porte-parole du Parti socialiste, il vaut mieux être de gauche. Ça, pour le Figaro, c'est vrai que je ne connais pas spécialement les idées politiques de Paul Guilbert. Je les devine néanmoins à le lire. Et je trouve qu'il y a une certaine cohérence à être dans un organe de presse et à penser comme l'organe de presse. Plantu. Quand je lis le Figaro, je le lis tous les jours et je le trouve très intéressant. Mais je sais, j'y trouve beaucoup d'informations, mais je sais que c'est quand même un journal qui plaît beaucoup à RPR, qui plaît beaucoup... Enfin, je veux dire, si je veux apprendre des choses sur Tibéri, j'essaierai pas de fouiller davantage le Figaro. Et d'ailleurs, quand moi je fais des dessins dans Le Monde ou dans l'Express, c'est en sachant que je vais toucher un public de gauche et de droite. C'est ça qui est le gros avantage. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, tous les députés lisent Le Monde. C'est ça qui est formidable, parce que comme ça, on peut prêcher autre chose que dans sa chapelle. Vous aimez la politique, monsieur Guilbert, j'imagine que vous aimez beaucoup la politique, comme vous, Philippe Alexandre. Ça vous passionne. Oui, naturellement. Pourquoi est-ce que vous n'en avez pas fait? Je ne serais pas journaliste politique sans ça. Et pourquoi faites-vous pas homme politique plutôt? Ah ben c'est très différent, parce que moi je ne suis pas impliqué, j'adore la politique, mais le journaliste, qu'est-ce que c'est? Il donne la parole aux hommes politiques, mais il ne la fait pas, en quelque sorte. Il donne le sens. Alors là, que nous participions tous au même spectacle, qui n'est pas un spectacle indifférent, parce que c'est le spectacle de la représentation, nous sommes tous en représentation. La représentation du suffrage universel pour les hommes politiques, du pouvoir, de l'opposition, et nous sommes en quelque sorte les médiateurs. Donc qu'on appartienne au même monde, c'est sûr, mais ce n'est pas du tout le... Et pourquoi avoir choisi... Je ne crois pas tout à fait ce que dit Paul Guilbert. J'ai l'impression plutôt que c'est un théâtre, la politique est un peu un théâtre, et qu'il y a des acteurs, et puis il y a des critiques qui sont dans le public. Et il faut pour ça qu'il y ait les feux de la rampe qui nous séparent des acteurs, et il n'y a pas de confusion possible entre les acteurs qui sont sur la scène et les critiques qui sont dans la salle avec le public. Alors nous sommes des critiques dramatiques, en quelque sorte, ça c'est vrai. Est-ce qu'on vous a déjà suggéré de devenir homme politique, de vous présenter à une élection, de rejoindre un parti politique? Bizarrement, ça n'est jamais venu à l'idée de personne, et moi-même, ça ne m'est jamais venu non plus. Non, mais jamais, parce que les hommes politiques savent très bien qu'on ferait de déplorables hommes politiques. Ah bon? Je pense.
Oui, ça c'est une modestie un peu facile, non? L'inverse est assez vrai. Ce qui se passait sous la République précédente, sous la 4e, c'est que beaucoup de journalistes entraient dans un cabinet ministériel, en ressortaient, ils pouvaient collaborer et ça ne gênait aucune déontologie. Ça ne se pratique plus, ça se pratique de moins en moins. Il y a eu quelques cas exceptionnels de membres du Parlement qui étaient aussi journalistes. Notamment au Figaro, il y avait quelques plumes qui continuaient, qui continuent encore. Le grand patron était député. Ou de publier en tout cas, tout en étant parlementaire. Donc c'est vrai que là, la confusion est totale. Mais à l'inverse, il y a des hommes politiques ou des femmes politiques qui ont eu longtemps le démon du journalisme et qui ont essayé de traverser le miroir. Et je crois que Philippe Alexandre avait raison. Je pense qu'il faut établir une étanchéité assez grande entre, si je puis dire, la scène et la critique. Même si quelquefois, là-bas, on parle de tragédie et là, la scène et la critique. Vous côtoyez énormément. Monsieur, dans la même salle. Philippe Alexandre, quand on dit que les hommes politiques côtoient énormément les chroniqueurs politiques, comme vous, par exemple, c'est vrai. Vous parlez régulièrement, vous parlez souvent. Est-ce que vous pouvez, tranquillement, sans arrière-pensée, sans problème de conscience perso, pouvoir démolir quelqu'un avec qui vous avez déjeuné très courtoisement la veille? Écoutez, moi, je m'efforce en tout cas de ne pas mélanger mes sentiments personnels et ce que je vais exprimer comme idée dans l'exercice de ma profession. Mais en plus, bon, il se trouve que je suis assez distant et que je tutoie peut-être 2 ou 3 hommes politiques parce que je les ai rencontrés il y a 50 ans, si vous voulez, ou 40 ans. Ah, vous voyez tous les autres quasiment? Oui, je vous vois en général. Vous voyez François Hollande? François Hollande peut Monsieur Lamassoure? Monsieur Lamassoure aussi. Ouais. Je suis assez réservé, si vous voulez. Mais bon, je ne me donne pas en exemple. Mais ce qui est vrai, c'est que, encore une fois, les journalistes de l'audiovisuel qui sont beaucoup plus présents sur le terrain, qui ne sont pas repliés derrière leur bureau, ils sont en permanence avec les hommes politiques et il se crée forcément une espèce de copinage, car l'audiovisuel devient un instrument pour les hommes politiques et par conséquent les journalistes de l'audiovisuel sont forcément un petit peu instrumentalisés. J'ai une question. Dans ce cas-là, c'est la question du soir, hein. Qui se sert de qui? Ou est-ce que les uns et les autres se servent les uns des autres, je sais pas. Je voudrais savoir pourquoi, si on tutoie un homme politique dans la vie, dès qu'on passe à la télé ou à la radio, on le vous voit. C'est très bizarre. Et pourquoi je vous vois, Karl, alors qu'on se tutoie dans la vie, par exemple? Je sais pas. Très juste, moi je te dis tu si tu veux. Si tu connais bien un homme politique et que tu lui poses la question en lui disant tu, il répondra pas du tout de la même façon que si tu lui dis vous. Ah bon? Ah, je suis certain de ça. Et c'est bizarre qu'on continue à dire vous. Ouais. C'est une question d'usage. C'est une question d'usage. Vous avez planté. C'est une façon de parler. Et Karl, pourquoi avez-vous une cravate? Oui. Pourquoi j'ai une cravate? Vous n'avez pas chez vous? Si, j'ai une cravate chez moi. C'est-à-dire, je mets un pyjama et une cravate. Non, bien sûr que non. Je suis un des rares mecs. Ça doit être beau. Spécial. Qui tutoie le président de la République ici? Moi. Vous, monsieur Alexandre Philippe Alexandre, vous tutoyez le président? Moi, parce que je l'ai connu en Algérie en 1956. D'accord. Vous voyez que c'est tout à fait un hasard. Ouais, vous aviez affaire. Mais enfin, je ne sais pas si aujourd'hui, je ne le vois pas beaucoup pour dire la vérité. Vous le voyez quand même? Il m'est arrivé de le voir peut-être 1 ou 2 fois. Je ne sais pas si j'oserais le tutoyer. Eh ben, moi aussi, mais il ne me viendrait pas à l'idée de l'interpeller en le tutoyant, même dans une mini-conférence de presse. Ça ne regarde personne. Vous le tutoyez le président, Karl Zéro? Dès que je le rencontre, je le tutoie. C'est arrivé souvent? Non, dès que je le rencontre. Dès que vous le rencontrerez? Oui, vous pouvez mettre ça au futur. Non, mais je sais pas, vous l'avez jamais rencontré? Ah, pas encore, non. Non, d'accord. Tu l'as jamais rencontré, Karl? Non, Jean-Luc. Et c'est pas cool. Oui. Plantu, est-ce que vous êtes considéré comme un journaliste par les journalistes? Vous êtes un journaliste, vous? J'espère. En tout cas, pour le tutoiement, je n'ai jamais rencontré Chirac, mais dans mes dessins, ça m'arrive de le tutoyer. C'est-à-dire que j'avais fait une vache folle il n'y a pas très longtemps qui consolait Chirac qui regardait ses sondages, et puis la vache folle lui disait « te laisse pas abattre ». C'est un tutoiement. Mais ça, sinon, c'est les vaches qui parlent comme ça. Oui. Il faut vraiment être frappé pour lui parler comme ça. Mais alors, moi, le contact que j'ai avec les journalistes, c'est que j'essaye, alors que je fais quelque chose qui est un petit peu exagéré, qui n'a rien d'objectif dans les dessins, j'essaye de faire quelque chose qui est forcé, où j'exagère, j'essaye de faire sourire, mais à la fois en sachant qu'il y a une conscience journalistique. Vous avez souhaité qu'on diffuse, pour ceux à qui il sera encore nécessaire de prouver que vous êtes un journaliste, des images de vos rencontres successives avec Yasser Arafat et Shimon Peres, que certains ont sans doute en mémoire, c'est mon cas en tout cas. C'est en fait à travers l'un de vos dessins que Yasser Arafat a accepté pour la première fois la solution de 2 États qui cohabitaient au Proche-Orient. On regarde un petit coup d'œil sur ces images. Et ça, on le vivra un jour.
Vous l'avez pas, vous avez pas signé là le côté. Vous pouvez me le signer le côté israélien? Et là, c'était pas Bill Clinton, c'était vraiment Plantu. Félicitations, bravo. Et là, ça fait rêver, Karl? Ça vous fait rêver, non? C'est beau, hein? Philippe, ça vous a... C'était juste un an avant les accords d'Oslo. Je voudrais dire une chose, c'est que Plantu, de nous tous, est peut-être le meilleur éditorialiste politique. Et justement, comme on met tout dans le mot journaliste politique, c'est un vrai, authentique journaliste politique, c'est-à-dire que lui, il s'exprime par le dessin, il exprime quelquefois beaucoup plus d'idées, des idées beaucoup plus fortes que nous par notre prose. Philippe Alexandre, est-ce que vous venez de quitter RTL il y a quelques jours à peine? C'était, j'imagine, quelque chose que vous avez vécu très fortement à l'intérieur de vous, parce que 27 ans dans une même maison, c'est quand même énorme. Oui, c'est un record. J'ai deux records. J'ai le record de longévité à un micro, tous les jours pendant 27 ans, et puis le nombre des procès en diffamation. Vous voyez, je suis un abonné de la 17e chambre. Et ce sont une quinzaine de procès? Une quinzaine de procès. Et vous en avez gagné une majorité? Vous savez, les appels, les machins. Ouais. Vous en avez gagné plus d'une dizaine en tout cas? Oui. Vous gagnez plus souvent que vous ne perdez? J'ai gagné plus souvent que je perdais. Contre qui vous avez perdu? J'ai perdu contre le RPR il y a assez longtemps. J'ai perdu une fois contre Le Pen, mais je me suis rattrapé après. Et c'est à peu près tout. Oui. Le procès en diffamation, c'est quand même l'arme légale que les pouvoirs ont pour intimider les journalistes. Et ça n'a pas tellement marché, en fait, pour moi. Alors, l'actualité, c'est évidemment votre départ d'RTL. Je pense que tout le monde a suivi ça de près, tous ceux qui s'intéressent à la politique, évidemment. Ça ne s'est pas passé en très bons termes, ce départ d'RTL. Vous êtes expliqué vis-à-vis de vos auditeurs un matin, comme vous le faisiez depuis 27 ans, 8 ans moins le quart? Oui, je me suis expliqué très brièvement parce que, bon, peut-être que j'étais aussi un peu ému, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est pas... Expliquez-nous pourquoi, ce que vous leur avez dit, parce que tout le monde... L'émotion n'est pas de partir, l'émotion est que ça ne se passe pas bien. Donc quand je suis parti, je leur ai dit voilà, je pars parce que il y a eu des changements considérables dans les équilibres de RTL. Quand par exemple vous avez présenté tout à l'heure le journal de Nantes, vous avez dit il appartient au groupe R100. Or là, les équilibres étaient changés. Et j'ai pensé que ça constituait une menace, en tout cas, pour la liberté d'expression qui était la mienne depuis 27 ans. Donc avec la prise de participation de Bertelsmann, on parlait clairement. Pour parler clairement, exactement. Et j'en ai eu la preuve, puisque quelques jours plus tard, je me suis proposé, puisque nous étions le seul média à n'en avoir pas parlé, à n'avoir pas dit à nos auditeurs ce qui s'était passé, ce qui me paraissait quand même tout à fait logique. Je me suis proposé de le faire, puisqu'il m'arrive assez souvent, il m'est arrivé dans le passé souvent d'en parler, et à ce moment-là, j'ai été fermement dissuadé de le faire. Donc j'ai pensé qu'à ce moment-là, il fallait mieux partir. Et je pense que les auditeurs ont le droit de savoir, quand ils achètent Presse Océan, ils ont le droit de savoir que c'est un journal de droite, ou Le Figaro, ils savent bien qu'ils ne lisent pas le journal du Parti Socialiste. Et de la même façon, je pense que les auditeurs de RTL ont le droit de savoir qui est derrière leur radio. Vous craignez que ce soit quoi? Une radio qui ne soit plus totalement libre, française? Je pense en tout cas que quand elle aura, et elle aura forcément des problèmes avec le pouvoir pourra arranger plus facilement ses problèmes directement avec l'actionnaire décisionnaire que par le passé où c'était très compliqué. Encore une fois, le pouvoir n'a jamais pu exercer sa volonté sur la CLT. Et je pense que cette situation est très dangereuse et c'est pour ça que moi je préfère partir avant qu'on me censure d'autres fois les papiers sur d'autres sujets. Plantu. Mais vous avez un astrologue sur RTL, Didier Derlich, il aurait dû voir à l'avance ce qui allait se passer. Il aurait pu vous prévenir, parce qu'il paraît qu'il voit dans l'avenir. Enfin, moi, je ne suis pas sûr. Oui, parce qu'il est voyant également. Normalement, il voit dans l'avenir, il aurait dû vous le dire avant. Enfin, eux, ils l'ont gardé. Ce qui est bizarre, vous voyez, c'est que finalement, cette affaire a pris des proportions agressives, formidables. Il y a la procédure maintenant. Ça prouve qu'au fond, j'ai abordé un sujet tabou. Et je pense que pour exercer le métier que je fais, il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou, surtout quand ça concerne directement. C'est-à-dire que c'est aussi à la réaction de vos patrons que vous avez compris qu'il allait vraiment se passer quelque chose quand vous avez abordé le sujet en tout cas. Exact. Qu'est-ce que vous portez comme regard là-dessus, vous, qui représentez les hommes politiques avec M. Lamassoure? Philippe Alexandre a raison de l'observer. L'intervention
est moins politique qu'économique. C'est-à-dire qu'on a une presse écrite, mais ça va être vrai aussi pour la presse audiovisuelle, c'est déjà vrai pour une partie de la presse audiovisuelle, qui est possédée par un certain nombre de capitaux qui peuvent être français, qui peuvent être étrangers. D'ailleurs, la nature même de l'origine du capital, à mon avis, n'est pas déterminante. Donc il y a aujourd'hui une faiblesse, une vulnérabilité qui tient à un rapport économique dans la presse. C'est nouveau ? Je crois que c'est peut-être moins nouveau qu'il y paraît, parce que quand on regarde l'histoire de la presse, il y a toujours eu un capitalisme de presse ou un capitalisme qui venait à la presse. Mais ce qui est nouveau, c'est que l'État est de toute façon moins présent dans le système de diffusion de l'information, que ce soit à la télévision ou que ce soit dans la presse écrite, où il l'était par Havas très longtemps. Oui, qu'il l'a été auparavant en tout cas. Absolument. Bon, alors qu'aujourd'hui, on a un rapport presse et pouvoir économique qui est plus intime. Prenons quelques exemples. Bon, le R100 a longtemps été, de ce point de vue-là, un peu démoniaque, parce qu'on a démoniaque au sens où il apparaissait comme devant tout contrôler. Mais aujourd'hui, on a une presse. Il a été présenté comme ça, en tout cas. Oui. Paul, vous êtes d'accord pour le dire. Et c'est juste, je m'interromps une seconde, que c'est précisément parce que c'était un homme que la garantie finalement de l'indépendance d'un journal, c'est un monsieur. Beaucoup plus qu'un groupe anonyme. C'est une famille aujourd'hui. C'est une famille, enfin, il n'empêche. C'était pas le propos, mais c'était pas le propos, parce que dans une certaine mesure, R100 contrôlait beaucoup de journaux, mais son métier était la presse. Et voilà. Alors qu'aujourd'hui, on a une presse d'information générale. Bertelsmann, leur première activité, c'est pas la presse. Leur première activité, c'est l'édition, c'est un certain nombre d'autres activités, c'est en tout cas pas la presse, encore que la presse devient de plus en plus importante. Mais il y a une confusion maintenant entre le pouvoir, entre guillemets, que peut représenter la presse, ou le contre-pouvoir, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, et le pouvoir économique qui est finalement bien souvent le relais du pouvoir politique, dans la mesure surtout où bien souvent ce pouvoir économique, il bénéficie des commandes publiques et finalement toute son activité tourne autour de ces J'aimerais bien entendre relations. Jean-François Kahn sur le sujet. Est-ce que, Jean-François, je ne sais pas où vous êtes installé, si vous voulez bien nous rejoindre, venez ici. Jean-François Kahn, madame, monsieur, encourage Jean-François, viens. Il serait mieux, vous prenez des notes, si vous êtes sérieux, Jean-François. Asseyez-vous. Vous interrogez sur le sujet. Mettez-vous en face, où vous voulez, peu importe. De qui les journalistes politiques, Jean-François, vous semble-t-il? J'ai écouté ce qui se disait parce que oui, c'est vrai. J'aurais l'air idiot. Non, mais vous comprenez pourquoi j'ai envie de vous interroger sur ce sujet. Vous avez été viré plusieurs fois dans votre carrière. Est-ce que ça a été lié à des enjeux économiques? Mais oui, j'ai pas eu la chance de pouvoir démissionner. Je suis toujours viré avant. Ça, c'est déjà une chance. Non, ce que disait Philippe Alexandre, il a touché du doigt quelque chose de très juste. C'est qu'en effet, R100, on pouvait en penser ce qu'on veut sur le côté monopolistique, mais c'est vrai que c'était un homme de presse, c'était son métier. Et qu'aujourd'hui, c'est des industries, c'est-à-dire Alcatel, Matra, Bouygues, qui contrôlent la presse. Et demain, 95% de la communication des médias seront contrôlés par des industriels. Et au fond, je sais pas, vous parlez de la Générale, par exemple, de Générale des Eaux, la Lyonnaise des Eaux. C'est très intéressant parce qu'au fond, on a des sociétés capitalistiques qui commencent. Je ne les ai pas nommés, Jean-François. Ouais, moi, je nomme. C'est encore vous faire virer, hein, Jean-François. On a la Générale des Eaux ou la Lyonnaise des Eaux qui contrôle quoi? Des tuyaux. Hein, au départ, des tuyaux pour passer l'eau. Alors après, on passe des ondes, après on depuis passe Watergate, des images, lié à la presse. et finalement ils disent, puisqu'on a des tuyaux, forcément on est dans la presse. Ou les autres, dans le téléphone, ils ont des fils, hein, ils font du téléphone, Alcatel, il dit, puisqu'on a des fils, on est dans la communication, donc on est dans la presse. Donc c'est cette idée qu'on doit contrôler tous les tuyaux, tous les fils, tous les réseaux, et donc c'est ça ce qui est très inquiétant. Est-ce que vous avez déjà souffert personnellement? Demain, la communication peut être contrôlée par des gens qui contrôle les tuyaux, de l'eau à l'origine, de l'électricité et de l'information. Vous parlez au conditionnel ou au futur, franchement? Non, c'est en train de se passer. Je ne sais pas ce qui se passera demain, mais disons que c'est une tendance. En effet, on peut aller vers ça. Et on regrettera les hommes de presse, les industriels de presse. Carl Zéro, qui n'a pas beaucoup parlé pour l'instant. C'est très intéressant ce qu'il dit. Simplement, c'est au journaliste de bien demander, au moment où il va commencer à faire quelque chose, s'il a la possibilité de tout dire. Personnellement, je travaille sur Canal+, c'est pas un secret, il y a une partie qui appartient à la Générale des Eaux. La première question que j'ai posée quand il a été question de faire un journal subjectif, un journal d'investigation, c'est de dire, et si on trouve sur notre chemin, ce qui arrivera forcément, la Générale, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit, vas-y. Je leur ai dit, vous êtes sûr que... Ils m'ont dit, vas-y. Donc, ça... Il y a été, vous avez vu.
Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que ça n'a rien à voir, Karl? Ah non, ça n'a rien à voir. En l'occurrence, ça n'a rien à voir. On a sauté sur un sketch qui touche à l'Élysée et qui touche pas du tout à la Générale des Eaux. Qui pourrait être assimilable sans humour à ce qu'on appelait l'appel au meurtre. Non mais attends, un grand groupe industriel. Mais ça en plus, je le comprends. À leur place, ça serait la même chose. Un très grand groupe industriel. Parce qu'il ne s'agit pas de petits, il s'agit d'énormes groupes industriels. Il a besoin de l'État. Il vit avec des commandes d'État. Bouygues, par exemple. Attendez, s'il n'a pas les commandes d'État, Alcatel, Alstom, s'ils n'ont pas le soutien et les commandes d'État, Matra, s'ils n'ont pas les commandes d'État, et on a vu que ça peut servir d'avoir l'État avec soi, bien, eh bien, donc, s'ils veulent les garder, il faut que quand même ils fassent attention de leur rapport avec l'État, qu'il soit d'ailleurs de droite ou de gauche. Et donc, attendez, si on provoque trop, si on dérange trop l'État, ils disent, attendez, on ne va pas perdre des contrats à cause de vous, on ne va pas perdre des marchés à cause de vous. Et donc, et je le comprends, cette réaction. C'est ça le danger du contrôle de la presse par des groupes industriels. Et donc, ils mettent le haut là, mais simplement, on ne sait jamais que c'est eux. Écoute, Philippe, il y a une petite question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce qu'on comprend très bien on comprend très bien pourquoi les grands groupes veulent contrôler la communication audiovisuelle, parce que c'est un moyen de puissance et d'influence. Mais ce qui est intéressant, c'est que la presse écrite est actuellement en situation très très difficile et par conséquent elle est à la merci de n'importe quel groupe étranger ou français qui mettra la main dessus, pas du tout pour des raisons de profit ou pour des raisons de rentabilité, mais simplement pour des raisons d'influence. C'est un moyen de conquérir des marchés que d'exercer l'influence à travers les médias. Bon, ça nuit clairement, peut-être même durablement, à l'indépendance des journalistes, pour vous. Est-ce que ça a déjà nuit à votre indépendance, Jean-François? Le micro, attention. Est-ce que vous avez déjà eu des pressions sur vous, par exemple, directement? Non, on ne peut pas dire ça. Je crois que tous mes confrères sont d'accord avec ça. Ça ne nuit pas à l'indépendance du journaliste si le journaliste est prêt à mettre sa démission dans la balance. C'est sa seule force, mais il a cette force-là. S'il n'est pas prêt à cela, s'il n'est pas prêt au suicide professionnel, c'est-à-dire que l'indépendance n'est possible dans ce système que si vous êtes prêt à mettre le suicide professionnel dans la balance. Sinon, ou alors vous créez votre propre journal. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de journalistes qui démissionnent? Il y en a, mais ça arrive de moins en moins parce que, vous savez, c'est comme partout, il y a beaucoup de chômeurs et il y a énormément de moi, jeunes qui ne peuvent pas. Moi, j'ai démissionné en 81 parce qu'ils avaient viré le cabage. Après, j'ai arrêté parce que j'aurais dû démissionner tout le temps, mais à ce moment-là, je l'ai fait. Est-ce que vous l'auriez fait si vous aviez 30 ans de moins, Philippe? Est-ce que vous auriez démissionné? Est-ce que vous auriez fait jouer cette clause? Je l'aurais fait encore plus volontiers parce qu'ayant 30 ans de moins, j'aurais eu envie de faire autre chose. Et puis, j'aurais peut-être eu, en plus, je n'aurais pas eu le même poids, la même fidélité, donc ça m'aurait fait moins mal au cœur. Je crois que je l'aurais fait de la même façon. Non, mais cela dit, Yvan Levaille a aussi été écarté. Voilà, c'est ça qu'il faut moi, personnellement, je l'ai été, d'autres l'ont été, c'est-à-dire qu'il y a un processus aussi. Je ne dis pas que le pouvoir politique est pour quoi que ce soit, je crois qu'il y a des gens qui font du zèle. Je crois que très souvent, on accuse le pouvoir politique, alors que ce sont des gens à la base qui font du zèle et qu'ils croient qu'ils font plaisir au pouvoir politique en faisant le ménage. Et souvent, le pouvoir politique est le premier à le regretter. Un commentaire, monsieur le porte-parole du gouvernement? Je préfère que ce soit Jean-François Kahn qui le dise. Que vous je voudrais faire deux remarques sur ce qui a été dit. D'abord, sur ce que disait Philippe Alexandre, et s'il me le permet, sur son expérience personnelle. J'observe, cette fois-ci en tant que spectateur, que chaque journal, chaque organe de presse, qu'il s'agisse de presse écrite ou audiovisuelle, a beaucoup de mal à parler de lui-même, à donner des informations sur lui-même. Et en général, si on veut être informé sur ce qui se passe dans un organe de presse, il vaut mieux lire ses confrères et concurrents. Deuxièmement, je crois que ce qui a été dit notamment par Jean-François Kahn montre bien que la vraie garantie de la qualité de l'information, c'est le pluralisme. Il est bien obtenu au niveau national, qu'il s'agisse de la presse nationale écrite, qu'il s'agisse de la télévision, de la radio. Pour l'instant. Est-ce qu'il y a une menace pour le futur? Je crois qu'il n'y a pas de menace. Enfin, si quelqu'un a d'avis contraire, il pourra le dire. Si, il y a un problème de vulnérabilité économique, notamment dans la presse quotidienne régionale. Par contre, tous les jours, et même dans la presse nationale, il y a quand même une question de rapport à la publicité, de rapport même au coût des fabrications des journaux qui tendent à s'aggraver, et donc le problème de la presse écrite et de son pluralisme est posé à travers là. Et il est posé notamment pour la presse, pour les informations politiques, pour la presse politique, au niveau régional, où, à la différence qui se passe chez vous, dans beaucoup de régions, il y a un monopole, et que donc un journal a la possibilité, non pas en disant du mal d'un homme politique, mais simplement en ne parlant pas de lui,
en ne publiant pas sa photo ou en le publiant systématiquement de dos ou dans une position un petit peu ridicule, de ruiner sa carrière. Oui, j'en prie, Jean-François. Simplement, à propos de ce pluralisme, parce que ce qu'on a dit sur la connivence, ce reproche, parce que c'est un peu le sujet de votre émission, c'est le reproche que l'on ferait, que le public ferait aux journalistes politiques d'être en connivence avec les hommes politiques, d'être un peu des complices. Justement, on ouvrait sur autre chose. Est-ce que on disait ça. Or, le problème du pluralisme est lié à ça. Pourquoi ? Moi, je me souviens, certains ici s'en souviennent, quand j'étais jeune, il y avait à la radio, il y avait une émission qui s'appelait La Tribune des journalistes, je crois que ça s'appelait. C'est sur Paris Inter. Ouais. Hein ? Et alors, c'était extraordinaire. Ils étaient 9, 10, 11, 12, c'était une pléthore. Et alors, c'était un petit parlement. Mais alors, il y avait le communiste, le socialiste, le centriste, le gaulliste, le réformateur. Et alors, ils hurlaient, ils s'attaquaient, c'était terrible. Les gens c'était un spectacle formidable. C'était un petit parlement. Hein ? Bon. Or, il y a quelques années, et l'ami Gilbert peut en témoigner, Europe 1 a réuni un certain nombre d'éditorialistes comme ça, pour commenter de temps en temps les événements. Et il y a une chose qui m'avait frappé. D'abord, on était très peu. On était très peu tout simplement parce que, entre-temps, il y a peu de journaux. Il y a 3, 4, 5 journaux nationaux qui font l'opinion, alors qu'à l'époque, il y en avait 16, 17, 18. En plus, ce sont des journalistes qui n'osent plus dire qu'ils sont des journalistes d'opinion, puisque les journaux d'opinion ont disparu. Évidemment, ce sont toujours des journaux d'opinion, racontons pas de blagues. Simplement, ils ne le disent plus. Ils disent « nous sommes professionnels ». Bien. Comme ils sont professionnels, ils doivent forcément, comme tout professionnel, penser à peu près pareil. Bon. Et donc, dans ces colloques à Europe 1, j'étais très frappé. Quels que soient les sujets, pratiquement quelquefois les sujets, il y avait un consensus. Il y avait la droite, il y avait la gauche, il y avait le centre, mais en vérité, les journalistes, en toute liberté, hein, je veux dire, personne faisait pression. Très spontanément, en arrivait, parce qu'ils vivent ensemble, parce qu'ils sont dans le même milieu, parce qu'ils sont très peu, parce qu'ils échangent leurs informations, en arrivait à penser pareil et à avoir la même analyse et la même opinion. Et même quand quelqu'un ne pensait pas comme ça, quand quelqu'un dit, tout à coup disait « je ne suis pas d'accord », la première réaction, c'était de le regarder comme quelqu'un qui faisait pipi sur la moquette. Mais vraiment, hein, Paul Gilbert, un peu, il y avait quand même ça. Je ne suis pas de cet avis parce qu'il y avait la preuve en est, c'est qu'il y avait des empoignades. Très peu. Et c'est moins une question d'opinion d'ailleurs qu'une question de tempérament, parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Donc je ne pense pas du tout que ce soit perdu, ça. Il se trouve que ça ne se fait plus. Ça, c'est exact. Voilà, en tout cas, la réflexion sur le sujet. Pourquoi ça se fait plus ? Ça se fait plus. Pourquoi ça se fait plus ? Ah ben ça je ne sais pas, moi je ne sais pas, je ne suis pas puissance invitante, je suis dans la presse écrite. Jean-Michel Ribes qui est notre observateur, excusez-moi Philippe. Ce que dit Jean-François Kahn quand il dit que tout le monde est d'accord, au fond, la très très petite différence qu'il y a entre les hommes politiques et leur politique, ce n'est que le reflet de ça, on le constate quand même, il n'y a pas de gens qui tout d'un coup cassent la baraque, posent des choses très différentes, sont excitants avec des idées qu'on n'a jamais entendues, tout ça crapote à 5% de pensée à droite ou à gauche. En gros, c'est ça. Ok, je vous donne la parole Philippe, il faut qu'on avance. Hein, là on parlait de la connivence entre journalistes, on va parler maintenant de celle entre journalistes et hommes politiques. 2 secondes si vous voulez, il faut que j'avance sinon on ne va pas réussir à aller au bout. Avec le reportage qu'on vous a consacré, donc 48 heures on vous a suivi alors un peu partout, hein, donc sous les heures de Matignon, à la foire de Dijon, enfin tout ce qui fait votre vie d'homme politique, monsieur Lamassoure, pour essayer de comprendre comment vous fonctionnez, vous qui êtes vraiment première ligne, puisque vous êtes porte-parole du gouvernement, quelle est votre relation, comment elle se tisse avec les journalistes, avec toute cette différence dont nous allons beaucoup parler après ce reportage, entre le on et le off, ce qui est dit pour faire comprendre une idée, mais qu'on n'a pas le droit d'écrire par la suite, et ce qui est dit donc officieusement et ce qui est dit officiellement. Le reportage de Gilles Bovon et de Gilles Bornstein. Mercredi matin ordinaire à l'Élysée. Le pinsum hebdomadaire pour quelques journalistes politiques. Les ministres sortent, la plupart dans l'indifférence. La parole de quelques-uns seulement est sollicitée. Alain Lamassoure, lui, ne s'attarde pas. De l'autre côté de la rue, l'hôtel Marigny. C'est ici que chaque semaine se tient le compte-rendu du Conseil des ministres. Bien, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer. C'est un exercice qui est délicat parce qu'il faut à la fois donner aux journalistes les informations dont ils ont besoin, et en même temps, on ne peut pas, par définition, dire tout ce qui s'est vraiment dit en Conseil des ministres. Puisque le Conseil des ministres, c'est l'occasion, chaque semaine, pour le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement, d'avoir des échanges sur les grands sujets politiques du moment. Naturellement, tout ceci n'est pas forcément exportable. Ce mercredi 6 novembre, point essentiel de l'ordre du jour, le projet de loi Debré sur l'immigration, le texte qui doit compléter les lois Pasqua. Le président de la République a estimé que ce texte était raisonnable
est nécessaire. À la fois. Le président qui semble avoir voulu que l'on retienne davantage son soutien à l'aspect humanitaire du texte qu'à son aspect répressif. Sur un point très précis et très concret, il a demandé au gouvernement de réagir très vigoureusement contre les procédés de discrimination raciale qui existent à l'entrée de certains établissements pour adolescents, et notamment de boîtes de nuit. Voilà. Des révélations qui donneront lieu dans la presse à quelques brèves, montrant que quoi qu'on en dise, Jacques Chirac est toujours attaché à la réduction de la fracture sociale. Vous êtes encore plus qu'un ministre normal, si je puis dire, tenu à la solidarité gouvernementale. Totalement. Oui, totalement, bien entendu. C'est contraignant. Bien entendu. C'est contraignant. C'est parfois un peu frustrant. La parole du gouvernement se porte aussi loin des palais nationaux, faire du terrain, exercice incontournable pour un ministre de la République. Et le fruit est produit dans la région. Alors, le fruit est produit dans toute la France. Quelle est la zone exacte de l'Époisse Autour des Poisses, bien sûr. Tout à fait délicieux. Alain Lamassoure inaugure la foire de Dijon avec le ministre géorgien de l'Agriculture, dont le pays est l'hôte de la manifestation. Outre ses agapes et ses variations vestimentaires, ces visites permettent de porter le message gouvernemental, ou plus exactement de le marteler. Il y a beaucoup de choses que peut faire le gouvernement, notamment mettre des moyens financiers à la disposition des entreprises. Il y a une seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est se substituer aux chefs d'entreprise. Pour les salariés de Thomson, c'est une chance formidable, cette privatisation. Voilà un groupe qui, depuis des années, perd de l'argent. Le gouvernement peut tout faire, pas se substituer aux chefs d'entreprise. L'État peut alléger ou étaler dans le temps une charge fiscale ou parafiscale. Il y a une chose que l'État ne peut pas faire, c'est se substituer à un chef d'entreprise ou une équipe dirigeante. Pour les salariés de Thomson, c'est une très grande chance. Parce que le groupe Thomson, depuis sa nationalisation, avait perdu beaucoup d'argent. 13h, dans les salons du Figaro, le comité éditorial attend Monsieur le ministre, convié à déjeuner et accueilli à quelques mètres de là par Alain Perfit. Des invitations formelles comme celle-ci au rendez-vous dans les cantines du Tout Paris Politique, en passant par les rencontres plus discrètes dans les bistrots. Une chose est sûre, les hommes politiques du conseiller général au ministre et les journalistes, du localier au patron de presse, déjeunent beaucoup ensemble, comme si la gastronomie favorisait les confidences. Des confidences éventuelles qui d'ailleurs rendent notre présence inopportune, même s'il semble que ce jour-là, le ministre ne se soit pas épanché au-delà du raisonnable. Lamassoure, il parle pas? Lamassoure parle plutôt, mais il répète beaucoup quand même ce qu'il dit en tant que porte-parole du gouvernement. Le lendemain, à l'Assemblée nationale, fin des séances de questions orales, la salle des 4 colonnes, lieu des interviews et des apartés. Je dis que c'est Chirac qui a demandé à Juppé de taper devant. C'est vrai. Ah oui. Voilà ce qu'on dit. Ah oui, d'accord. C'est possible. Est-ce que c'est Juppé qui a retourné Chirac? Oui. Un regard inquiet, et nous comprenons que nous sommes peut-être allés au-delà de ce que la discrétion impose. Là, il vous a dit des trucs. Là, il m'a dit des trucs. Ces conversations, ça sert à quoi? Vous allez les reprendre noir sur blanc? Comment ça se passe? Pas du tout. Sa parole, si je la reprends entre guillemets, c'est la parole officielle du gouvernement. Donc si je fais ça une fois, il ne me dit plus rien après, que quelque chose d'officiel et qu'on appelle nous dans notre jargon la langue de bois. Donc moi, si vous voulez, comme il a l'habitude avec moi, il discute ce qu'on appelle en off, et moi c'est uniquement pour nourrir ma réflexion, qui est mon papier de commentaires ou d'analyse. Ils envisagent de supprimer les suppressions d'impôts. Quand on dit que les journalistes et les politiques sont très proches, quand on parle de connivence, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je pense que c'est vrai que c'est faux. La vie est la vie, vous ne pouvez pas empêcher des gens qui se côtoient depuis des années de ne pas avoir plus ou moins d'amitié ou au contraire d'antipathie en fonction du temps et des caractères. Cela étant, il ne faut pas l'exagérer. Parfois on se plante, parfois on dit les choses alors qu'on ne devrait pas les dire, parfois on ne les dit pas alors qu'on devrait les dire, parfois on se fait manipuler sans le savoir et sans le vouloir, parfois on les manipule nous, enfin c'est subtil.
Il y a du donnant-donnant dans les relations presse. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut essayer de trouver, aussi bien au niveau du politique que du journaliste, jusqu'où aller dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut arrêter avec le donnant-donnant et il faut savoir qu'on ne doit pas, entre guillemets, échanger n'importe quel bon coup médiatique avec des bonnes relations. Est-ce qu'il arrive que les hommes politiques se servent des journalistes pour eux-mêmes avoir des infos? Bien sûr. Par exemple, vous savez, le fonctionnement d'un gouvernement, c'est souvent très hermétique. C'est que les ministres ne se parlent pas tant que ça entre eux. Et donc, souvent, quand on les voit, ils nous posent des questions sur un autre ou sur... Et apparemment, parfois, ils ont l'air surpris et ils apprennent des choses. Vous confirmez, monsieur Lamassoure, que parfois les journalistes vous apprennent des choses sur certains de vos collègues du Conseil des ministres? De temps en temps, à vrai dire rarement. Ça arrive quand même parfois? Rarement. Oui. Vous avez fait des confidences justement à ce jeune journaliste qui a déjà participé à notre émission. Est-ce que vous faites les mêmes confidences à tous les journalistes? Oui, ça dépend des relations qu'on a avec eux. Ouais. Alors, là, se pose le problème de la distinction entre ce que les spécialistes appellent le on et le off. Ouais. Alors, pour les téléspectateurs, le on, c'est ce qui peut être dit, avec des citations et des guillemets. Et puis le off, ce sont des informations que l'on peut trouver intérêt à dire à des journalistes, en leur demandant de ne pas le répéter, mais pour leur permettre de mieux comprendre les conditions dans lesquelles une décision a été prise. Sans contrôle, ça fonctionne sur la confiance. Ça fonctionne sur la confiance. Et comme l'a dit Éric Zemmour, naturellement, si cette confiance est trahie, bien naturellement, ça a des conséquences sur les relations avec les journalistes. Mais c'est vrai de toute personne en contact avec des journalistes, de toute information, qu'elle soit politique, économique, sociale, culturelle, etc. Je donne un exemple, par exemple, en matière diplomatique. Il est clair qu'on ne peut pas tout dire. Si un ministre français s'exprime sur un pays étranger, ça peut déclencher un incident diplomatique. Et en même temps, pour faire comprendre les ressorts d'une négociation à un journaliste spécialisé, on peut trouver intérêt à lui dire, voilà la situation dans laquelle nous sommes vis-à-vis de nos partenaires allemands, italiens, britanniques, Quel intérêt etc. alors? Quel intérêt vous y trouvez, vous? Eh bien, aider le journaliste à mieux comprendre la situation réelle dans laquelle nous sommes, sans que nous ayons à nous exprimer publiquement nous-mêmes, parce que nous sommes à un stade de la négociation, dans mon exemple, où il est préférable de ne pas parler publiquement. Mais est-ce qu'il ne serait pas préférable de s'adresser directement aux Français et de leur dire la vérité? Est-ce qu'ils ne souffrent pas? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de pourrissement des choses qui fait qu'il y a une désaffection des politiques parce qu'on ne comprend plus du tout ce qu'ils racontent? Comme à chaque fois qu'ils parlent, ils sont en langue de bois. On se dit, mais ils nous racontent n'importe quoi. Il vaudrait mieux abolir ce on, ce in et ce off et parler franchement et dire les choses comme elles sont. Non, c'est deux sujets différents. Disons que la différence, c'est avant que la décision soit prise, une fois que la décision est prise. Avant que la décision soit prise, et notamment lorsque nous sommes en négociation diplomatique, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire publiquement, parce qu'elles seraient mal comprises, pas simplement par les Français, je vous parle de politique intérieure. Mais en politique intérieure, c'est un petit peu la même chose. Et puis une fois que la décision est prise, alors à ce moment-là, naturellement, il faut essayer d'expliquer le plus clairement possible et sans langue de bois. Ce sont deux problèmes un peu différents. Mais pour les contacts, moi je crois le seul ici à avoir été directeur d'un journal. Hein, donc j'ai fait travailler des journalistes. Donc je me suis été confronté à ce problème. Un jour, c'était pas l'événement de jeudi, c'était avant. J'avais un jeune journaliste que j'avais envoyé suivre Jacques Chirac à la Martinique. Et alors, ce type-là, à un moment, il avait taché sa chemise. Il était très embêté, il y avait une réception. Et Jacques Chirac l'avait vu. Il avait dit, ah, t'as taché ta chemise, etc. Écoute, t'en fais pas. Il était parti, il lui avait pris une de ses chemises, il lui avait prêté sa chemise. Mais le type est devenu chiracien pendant plusieurs mois. Je vous jure. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai un autre journaliste excellent, remarquable journaliste, qui a travaillé avec un responsable de l'UDF pour faire un livre avec lui. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que je vais lui retirer cette spécialité? Est-ce qu'il n'est pas arrivé à un degré d'amitié avec les responsables de l'UDF qui fait que je dois le mettre sur autre part? Mais en même temps, je lui disais, mais c'est ce que je lui ai demandé. Quelque part, je lui ai demandé d'être très ami avec eux pour avoir des informations, pour avoir des off the record, etc. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous rendez compte qu'il y a un journal où j'ai travaillé, je ne sais pas si quelqu'un y a été quand j'ai commencé, qui était l'Express, à une époque, qui dans son service politique, objectivement ils l'ont dit, n'a engagé que des femmes en disant c'est mieux pour faire parler les hommes politiques. C'est vrai. Donc évidemment il y a ce jeu bizarre, pervers, étrange. Donc ça c'est un jeu de séduction, manipulation, oui, il y a etc. un jeu de séduction, manipulation mais des le deux on, côtés. est-ce qu'il y a de la manipulation aussi dans le on et le off ça tient aussi aux structures politiques. Et M. Lamassoure ne me contredira pas. Quand un gouvernement est formé, au premier conseil des ministres, la première chose qui est dite aux membres du gouvernement, c'est surtout
pas de confidence, ne parlez pas aux journalistes. Comment vous le savez? Sinon, comment vous le savez? Je le sais par expérience, disons. Et monsieur Lamassoure, il y a vraiment des consignes très très fortes de donner, de bâillonner en quelque sorte les membres du gouvernement. Alors évidemment, il leur reste comme solution. Mais ils vous l'ont dit quand même, Philippe, ils ne respectent pas, parce que si vous le savez, c'est quelqu'un vous l'a dit. Parce qu'ils le disent, après, ils disent des choses, un certain nombre de choses, et il y a de la part des hommes politiques un jeu très subtil entre ce qu'on appelle le on et le off. Expliquez-nous votre point de vue sur le on et le off, Philippe Alexandre. Je vais vous dire, en général, ce qu'un homme politique vous dit, je considère que c'est toujours fait pour être répété. Alors qu'on mette des guillemets ou qu'on ne mette pas de guillemets, peu importe. Alors, enfin, c'est un détail. Mais en général, vous savez, si vraiment c'est un vrai secret que l'homme politique veut garder, je ne vois pas l'intérêt qu'il a de le confier aux journalistes. Du gouvernement, c'était off. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. C'est très différent parce que s'il n'y avait que du on, eh bien, il n'y aurait plus besoin de journalistes. À ce moment-là, l'homme politique n'a qu'à parler directement et lancer, comme dit Karl Zéro, la vérité brutalement. Je prends l'exemple du voyage du président de la République au Proche-Orient, où j'étais. Jacques Chirac a décidé de faire lui-même sa presse. C'est-à-dire que tous les soirs, nous avions même jusqu'à minuit des briefings. C'était évidemment le off absolu, absolu. Qu'est-ce qu'il disait ? Rien d'extraordinaire, il donnait ses impressions de la journée, c'était une partie extrêmement difficile qu'il jouait, mais ce n'était pas, si nous avions rapporté entre guillemets les propos qu'il tenait, alors là c'était en passant de Jérusalem à Ramallah ou de Damas, c'était insupportable. Le fait de dire ça, est-ce que ça ne vous enlève pas une bonne part de votre crédibilité? Pas du tout. Vous êtes sûr? Parce que je sais, puisque je reprends cet exemple, j'ai su grâce à cela exactement ce qui se passait pendant ce voyage. Je l'ai rapporté, mais en mettant, je disais par exemple, le président pense qu'à l'issue de cette journée, peut-être va-t-il modifier légèrement l'inflexion de sa diplomatie sur le terrain. Voilà ce que je dirais. Est-ce qu'il vous manipule? Si je mettais entre guillemets, ce soit les chancelleries. Est-ce que le président vous manipule en faisant ça? Comment? Ça montre l'hypocrisie du jeu. Mais non, ce n'est pas une hypocrisie. Il y a entre l'homme politique et le journaliste une ambiguïté inévitable. Alors, c'est à nous, on est médiateur ou on ne l'est pas. Autrement, ça ne servira à rien, encore une fois. Dans les régimes totalitaires, ça ne se produit pas. Mais il n'y a pas de journaliste non plus. Le off ne devrait plus exister pour ce type de déclaration. De la même manière, quand un journaliste du Figaro reçoit les confidences de M. Léotard qui dit « Je sais que par ailleurs, le président de la République va bientôt se séparer d'Alain Juppé », il le publie et il a, je crois, raison. Parce que je pense qu'il y a un moment où ce genre de limite n'a plus de raison d'être. Est-ce que vous avez vu cet article de Laurent Mauduit qui date du week-end dernier à propos de la certaine trahison de la part des journalistes sur une déclaration off qui a été faite par le Premier ministre, qui avait réuni, me semble-t-il, quelques journalistes économiques, et qui avait parlé de sa volonté de vouloir sur la flexibilité sur le licenciement. Et là aussi, il a parlé à des journalistes. Vous avez vu l'affaire que ça... Il est normal que les journalistes répercutent ce qu'il a dit. Ça fait trop facile de dire « je vous en parle », c'est très grave, vous êtes des gens intelligents, vous ne le répercutez pas parce que l'opinion publique est trop bête pour le comprendre. Parce qu'en gros, c'est ce que voulait dire Juppé. Mais si j'en parle publiquement, ça va effectivement être extrêmement dangereux parce que l'opinion publique... Monsieur Lamassoure, vous en pensez quoi? Vous avez suivi cette histoire? Non, c'est pas ça. Et, enfin, on pourrait citer beaucoup d'exemples où des dirigeants socialistes Celui-ci est très récent. ont utilisé également le... Vous êtes au gouvernement, c'est le mauvais rôle. Alors, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne veut pas parler du sujet en question, mais simplement, si on le faisait publiquement, on en parlerait en d'autres termes. Et encore une fois, pour la compréhension du journaliste, pour les commentaires qu'il sera amené à faire, pour les compléments d'enquête qu'il peut être amené à faire, il peut être intéressant de lui donner un certain nombre d'informations qu'on ne souhaite pas présenter de cette manière-là tout de suite. C'est aussi une façon de mettre le journaliste dans sa poche, parce que vous lui dites je te le dis, mais tu le dis à personne, il y a tel truc, ah bon, d'accord, et du coup, il est un petit peu, votre vassal. Non, Karl Zéro, parce que le bon journaliste, à ce moment-là, il va recouper votre information auprès d'autres personnes, et au bout d'un moment, s'il l'a obtenue de la part d'autres personnes, il a le droit de la dire. Ça veut dire que vous donnez les moyens d'enquêter. C'est pour ça que, comme le disait François Hollande, on ne peut l'utiliser que sur un petit nombre de sujets et à un certain moment de la préparation de la décision. Dans le cas précis, est-ce que Alain Juppé n'a pas annoncé ça, révélé ça aux journalistes pour après changer d'avis? Pour après se rendre compte que c'était peut-être un petit peu... Il n'a pas besoin de journaliste pour... C'est le cas d'Alain Juppé, là. Objectivement. C'est le cas de... On parle de cette déclaration-là, parce que tout le monde tape sur... Il fait une déclaration, et puis après, il voit ses conseillers, il se rend compte qu'il a été un petit peu vite. Il revient. Non, c'est vrai, mais ça peut arriver. Est-ce que les hommes politiques se donnent pas un peu d'importance aussi en donnant du off, en disant je connais plein de trucs? C'est un jeu, tout ça est très très hypocrite. Autre chose, c'est la confidence, qui est un vrai problème. C'est que les journalistes, quand ils vivent beaucoup avec les hommes politiques, ils deviennent amis avec les hommes politiques,
Il peut se trouver dans cette situation, on est au restaurant, on boit un verre, on peut même presque émécher, ça peut arriver, et l'homme politique lui dit, tu sais, ce gouvernement va à volo, ça peut pas durer comme ça, c'est la catastrophe, alors que le même homme politique en public dit, nous sommes sur la bonne route, nous allons bientôt avoir la sortie du tunnel. Alors là, que fait le journaliste ? Là, il y a un vrai problème. Il vit une schizophrénie. Il vit la schizophrénie de la politique. Qu'est-ce qu'il fait, généralement, Alors, ça vous est déjà arrivé, cette situation, Jean-François ? Comme dans l'ensemble, quand il est à ce point ami avec l'homme politique, c'est quand même qu'il n'est pas loin de sa tendance. Dans l'ensemble, je crois qu'il ne le trahit pas. Mais il pourrait le faire. C'est-à-dire, est-ce que l'information doit se voler ou pas ? J'ajoute un autre élément que quelqu'un a évoqué. C'est que... on dit, c'est monsieur le ministre, bien sûr, il dit on ne parle pas assez des problèmes de fond. Mais qu'est-ce qui se passe dans la presse ? C'est que de plus en plus, il y a des spécialistes. Alors, vous avez les spécialistes de l'économie, les spécialistes des finances, les spécialistes de l'agriculture, les spécialistes de l'armement, les spécialistes de la privatisation. Donc, le journaliste politique, a priori, le dossier Thomson, c'est pas à lui. Le dossier fiscal, c'est pas à lui. Et donc... qu'est-ce que vous voulez ? Dès qu'on a une info transversale, on est un peu embêté. Donc, s'il ne veut pas se contenter de répercuter, comme on dit, de la langue de bois, c'est-à-dire des communiqués officiels, il faut bien qu'il aille chercher des petites phrases, il faut bien qu'il aille chercher des choses qu'on dit en cachette, il faut bien qu'il aille déterrer des choses qu'on ne voulait pas dire, mais qu'on a dit quand même. C'est pas clair, vous dites Plantu ? C'est pas clair pour vous, Plantu, le on et le off ? J'imagine un journal où il y aurait marqué du in et du off les uns à côté des autres, on ne comprendrait pas. Oui. Ce sera agréable, on aura l'impression de... C'est vrai, monsieur, c'est vrai, je le déplore, C'est bien que ce soit un homme qui le dise. Désolé pour les femmes, on a invité Michel Cotta, Catherine Ney qui n'ont pas pu venir, j'en suis vraiment désolé. Merci monsieur. Ce sont des femmes, Catherine Ney, Michel Cotta ? Oui, quand même, oui, j'espère bien, oui, franchement. C'est pas désagréable. Karl. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que on parle de politique, et ce qui intéresse les Français, c'est la politique, c'est quoi ? C'est leur vie. C'est ce qui va changer dans leur vie, c'est si ça va aller mieux, ça va aller moins bien, tout ça. Et quand on écoute notre merveilleuse brochette, on a l'impression que tout ça, on s'en contrefout tous. C'est ça qui me frappe beaucoup. Que ce soit les politiques ou que ce soit les journalistes, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Et que c'est un petit monde comme ça, que de toute façon, tout peut s'effondrer autour, ça continuera. Vous êtes surpris que les hommes politiques viennent répondre à vos questions ? Au début, d'abord, je pensais qu'ils ne viendraient pas, puis ils sont venus. Donc j'étais content, je me suis dit, tiens. Et puis, ça me plaît bien parce que ça me permet de voir s'ils sont humains. Parce que je me demande si un homme politique, c'est normal. Je me demande à quoi ça sert d'être un homme politique. Mais le piège de votre formule, peut-être, Karl, c'est à force de faire ressortir le côté humain qui se cache derrière chaque homme politique, il y a un cœur qui bat derrière un dossier plus souvent, vous les rendez tous sympathiques, quasiment. Je sais pas, en tout cas, il n'y a pas de... Ils me disent pas, je vais vous dire ça, et puis on ne montrera pas. Ils parlent pas du tout en off, ouais. Ils parlent Ils vous font des confidences avant, après, vous n'avez pas le droit de redire ? Non, jamais, ils disent tout ce qu'ils ont envie de dire, et ça, c'est bien. Personne ne vous a jamais parlé en off ? Jamais. Il démarre dans le métier. Florian. Une question de Jérôme de Mulhouse à propos de l'indépendance dit comment se fait-il qu'à chaque changement de majorité politique, les nouveaux gouvernants font changer ou cherchent à faire changer les patrons de certains médias ? Elle est où l'indépendance ? Voilà. C'est vrai que la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi à chaque alternance politique, on voit une espèce de changement général dans presque tous les médias et spécialement dans l'audiovisuel. C'est une question qu'on peut se poser. Enfin, Duhamel est toujours là. De toute façon, c'est vrai, mais il y a quand même eu... Jean-François reconnaît quand même qu'il y a eu beaucoup... Il y a quand même eu... Alors avant, c'était des charrettes, ça faisait un scandale épouvantable, ça ne servait à rien, parce que les gens qui faisaient l'objet des charrettes, qui étaient les bénéficiaires des charrettes, devenaient après, pour se dédouaner, un petit peu critiques envers le pouvoir. Maintenant, ça se fait de façon beaucoup plus feutrée et beaucoup plus discrète par des jeux d'influence, peut-être économiques, justement. Mais ça se fait quand même. Vous regardez tout l'audiovisuel a changé complètement de décor depuis l'élection présidentielle. Donc nous sommes toujours dans ce système. C'est que c'est une vieille habitude, mais avec les années de métier, on arrive à le faire plus discrètement. On le fait mieux, on prend de la bouteille, on prend de l'expérience, on le fait plus gentiment. Non mais sans doute qu'on le fait mieux, mais avec le même résultat, c'est-à-dire totalement inefficace. Parce que si contrôler l'information aboutissait à rendre aussi impopulaire un gouvernement, il faudrait, à mon avis, ne plus contrôler du tout l'information. Peut-être que le gouvernement deviendrait plus populaire. Non, en plus, on ne peut pas dire qu'il le Florian. Oui, j'ai un jeune homme qui lève la main, allez-y. On reste sur le sujet d'aujourd'hui, parce que si oui, vous posez sur plein de choses. Je voulais appuyer ce que disait Jean-François Kahn. Présentez-vous, jeune homme. Je m'appelle Issam.
Enchanté. Voilà, enchanté, Jean-Luc. Salut Sam. Donc je voulais appuyer ce que disait Jean-François Kahn par rapport aux journalistes, en disant qu'on ne laissait paraître qu'une seule idée. Je suis tout à fait d'accord. En plus, ce qui est, et je suis d'accord, et je suis désolant de savoir ça, sachant que... Pas désolant, vous êtes désolé. C'est désolé, excusez-moi. Alain Lamassoure a dit au début, tout est dans la manière où l'on présente les choses. Moi, je suis né en France. On m'a appris qu'on avait une devise qui s'appelait liberté, égalité, fraternité. On m'a appris que c'est en France qu'on a fait les droits de l'homme et on m'a appris qu'il y avait une certaine liberté d'expression. Penser que tout est dans la manière où l'on présente les choses, c'est enlever une liberté d'expression. Ça me désole en plus venant d'un ministre de la République française. Voilà. Non mais il y a liberté d'expression. Laissez répondre M. Lamassoure. Il y a liberté d'expression. Il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Il y a liberté d'expression totale. La preuve, vous vous exprimez parfaitement librement, et sur tous les sujets économiques que nous avons évoqués, tout le monde peut exprimer n'importe quoi. Non, mais c'est normal, parce que je suis pas... Non, mais c'est vrai qu'on discute de ça, vous avez raison de mettre le doigt sur le sujet, c'est vrai qu'on discute de cette espèce de connivence. Je ne sais pas si on doit la dénoncer, mais en tout cas, elle existe. Non seulement il y a liberté d'expression, mais j'aperçois depuis quelques mois, quand même, sur les grands médias, des propos disant que la proximité de l'euro ou de la monnaie unique va flanquer l'économie française par terre. Il y a même dans certains partis, le Parti socialiste, ça vient d'arriver, quelqu'un qui vient de se faire montrer du doigt parce qu'il avait demandé le décrochage du franc du mark. Donc je crois que le débat, je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-François Kahn là-dessus, le débat, il a lieu là-dessus. Et de plus en plus, il me semble. Il n'y a pas une pensée unique sur les grands médias uniquement dans la direction de la monnaie maastrichtienne. Ce n'est pas vrai. Ce que Jean-François Kahn veut dire, c'est que les journalistes sont un peu dans cette religion de la pensée unique. Absolument. Et vous ne voyez pas de commentateurs dire, après tout, on pourrait peut-être avoir une autre politique monétaire, comme le dit, on attend que ce soit des hommes politiques qui le fassent. Le chancelier Schmitt, Henri Emmanuelli ou Jean-Pierre Chevènement, les journalistes, les chroniqueurs, les commentateurs de l'actualité politique sont quand même dans le même moule. Moi, qui fabrique l'opinion publique ? La presse les quotidiens de la presse écrite, parce que moi j'ai constaté... Fabrique l'opinion publique ? Enfin, c'est mon avis, peut-être que vous... Attendez, je fais un tour et je vous donne la parole après. Qui fabrique l'opinion publique, selon vous ? Il y a deux choses. D'abord, les Français prennent connaissance de la politique au journal télévisé de 20h et en lisant l'éditorial de leur quotidien régional. Ou du Monde, peut-être, qui a beaucoup d'influence sur les quotidiens régionaux aussi. Le Monde a effectivement beaucoup d'influence sur les éditoriaux du lendemain des quotidiens régionaux, comme d'ailleurs de la presse internationale. Et de la radio et de la télé. Et éventuellement de la radio et de la télévision. Et moins la radio. Donc le contact des Français avec la politique, c'est essentiellement ça. Le 20h et les quotidiens régionaux. Voilà. Alors, il y a un phénomène très pernicieux et qui nous gêne tous beaucoup, qui est la tyrannie de l'événement. Les télévisions ont besoin pour tous les soirs à 20h d'un sujet sensationnel. D'une ouverture. Ce que Malraux appelait l'imaginaire de l'événement. Donc il faut que tous les jours un événement historique. Et si vous avez un message à faire passer, alors c'est vrai en politique, c'est vrai là aussi pour l'économique ou pour le culturel, que vous soyez en politique dans la majorité ou dans l'opposition, ben de toute manière, ce soir-là, vous êtes obligé de commenter l'événement et lui seul. Et donc, la question de votre émission était de savoir, est-ce que les journalistes font le politique ? Les journalistes ne font pas le politique, mais les médias font l'actualité. Et c'est ensuite, après, aux politiques et aux journalistes politiques à essayer d'insérer leur petit message. D'accord. Pour vous, ça fonctionne dans ce sens-là. Est-ce que c'est l'opinion aussi des journalistes ou même de François Hollande ? Oui, moi je crois d'abord que l'opinion publique se forme maintenant tout à fait indépendamment de la masse d'informations qu'elle reçoit. C'est vrai que tout à l'heure, c'était indiqué, on reçoit énormément d'informations. Et on ne peut plus dire aujourd'hui que le citoyen est mal ou pas informé. Il est peut-être déformé par la répétition de certaines informations ou par le grossissement d'autres. Mais autrement, je crois qu'il se fait de plus en plus sa propre conviction. Ce qui fait qu'on parle beaucoup du rôle de la presse, du rôle de l'audiovisuel. Je ne le sous-estime pas, ce rôle. Mais je crois qu'on aurait tort de penser que le citoyen se laisse simplement impressionner par des flashs ou ne se reconstitue pas sa propre opinion de l'ensemble des informations qu'il reçoit. Alors je pose la question directement. Je donne la parole dans un instant, mais on reste là-dedans. Par exemple, sur la popularité que connaît aujourd'hui le Premier ministre, ça a été le cas aussi dans d'autres gouvernements, des gouvernements de gauche avec le Premier ministre Édith Cresson par exemple. Ça fait du mal de parler en mal d'une femme ici puisqu'il y en a très si peu sur ce plateau, voire aucune en tout cas aux premiers avant-postes. Mais qu'est-ce que vous pensez d'une une comme celle-ci qui date de cette semaine, de mardi,
qui n'est pas vraiment, qui s'appuie pas vraiment, qui s'appuie pas vraiment sur un événement en particulier, mais une somme de petits événements et qui est une de ces unes qui a été consacrée au Premier ministre, où on additionne un certain nombre de dossiers et on dit il doit partir en gros. Et je me réjouis de cet exemple de la liberté d'expression et du pluralisme d'expression et de la vitalité de la presse d'opinion en France. Ouais, et quand vous découvrez un journal comme ça au petit déjeuner, vous faites quelle tête, monsieur Lamassoure? Ça ne m'étonne pas, si vous voulez, mais c'est une opinion que je ne partage pas. Et si vous voulez, lorsqu'on est au... Est-ce que c'est le rôle de la presse? Je parle en on. Je parle en on. Moi, je préfère... J'espérais du off là-dessus. Carl Zero. Bon, moi, je préfère travailler avec un Premier ministre qui ose être impopulaire parce qu'il fait un certain nombre de choses, que travailler avec un Premier ministre comme M. Michel Rocard, qui pendant 3 ans est resté au sommet de la popularité des sondages, qui a quitté Matignon au sommet des sondages et qui 2 ans après a disparu de la vie politique française. D'accord, restons dans le sujet, parce que je comprends vos opinions. Non, mais à ce sujet, est-ce qu'à votre avis, c'est le rôle d'un organe de presse, vous qui représentez les politiques aujourd'hui avec François Hollande, de demander, indirectement, c'est ce qui se passe, hein, là, le départ d'un Premier ministre? Juppé peut-il encore gouverner? Ça veut dire en gros, il ne peut plus gouverner. Hein. C'est la presse d'opinion. Il y a une tradition française, non seulement de presse d'opinion, mais également de presse d'irrévérence, qui a été représentée longtemps par le seul Canard enchaîné ou par des organes de presse écrite comme Charlie Hebdo, qui est représenté maintenant par Canal+, notamment. Et je crois que ça fait partie de la tradition française. Monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord avec vous. Enfin, il y a une presse d'opinion, mais ça ne montre pas une presse d'opinion. C'est, au fond, aujourd'hui, il y a eu des sondages. Les sondages ont montré que M. Juppé était à 23, 24, 22, etc. Et donc, il y a un phénomène médiatique qui s'est créé, qu'aujourd'hui, pour accompagner le mouvement, aucun journal ne l'a créé, il l'accompagne. Alors on doit dire que le Premier ministre doit partir. Oui, parce que c'est pas la seule, je m'en sais parce qu'elle est d'hier. Et à la limite, j'aimerais qu'un journal, pour le pluralisme, j'aimerais qu'il existe un journal qui ose dire que justement Juppé doit rester. Le problème c'est ça, c'est que tous les journaux disent la même chose au même moment. Même les journaux de droite. Oui, mais attendez, le Figaro aujourd'hui quasiment, ils disent que Juppé doit partir. Eux aussi. Non. Oh, presque. Non, le Figaro ne dit pas que Juppé doit partir. Mais la question n'est pas là. La question soulevée est, à mon avis, beaucoup plus importante. Un journal a parfaitement le droit de demander que le Premier ministre s'en aille pour des raisons d'efficacité. Mais là, qu'est-ce que c'est que cette une? C'est la représentation, c'est la représentation d'un crâne. Un crâne, c'est quoi? Un crâne, c'est quoi? Un cerveau. C'est tout simplement le signe de l'intelligence. Actuellement, on dit « Monsieur Juppé doit partir parce qu'il n'est qu'intelligent, parce qu'on n'en a rien à faire de l'élite. » Parce que le peuple, lui, a d'autres pulsions qui sont beaucoup plus intéressantes. Ça fait partie de cette campagne que je trouve populiste, d'une tentative justement de dénonciation des élites en France. Alors elles sont bonnes ou mauvaises, peu importe. Il faut dire la vérité. Mais cette image-là me fait penser à cela. Derrière la première page et cette photo de crâne, il y a un papier qui est très bien fait, tout un dossier qui est très étayé sur toutes les erreurs, tous les reculs qu'a été obligé d'effectuer Alain Juppé. Il y a un vrai dossier informatif. Bon, évidemment, on peut critiquer ou ne pas critiquer la première page de couverture. L'accroche, c'est un délit de sale crâne. Voilà ce que c'est. Non, c'est pas une campagne contre la calvitie, en tout cas, c'est sûr. Mais ce que disait M. Lamassoure en disant qu'un organe de presse doit créer l'événement, vous prenez l'exemple du 20h, M. Lamassoure, en disant on doit écrire l'histoire tous les soirs à 20h. En gros, c'est ce que vous disiez il y a un petit instant. Est-ce que ça... c'est essayer de créer l'histoire ou l'événement sans s'appuyer sur une actualité immédiate. Mais il ne le crée pas. Tout le monde le dit depuis 2 mois que Juppé doit s'en aller. Il ne le crée pas. Oui, je veux dire ça. Pourquoi aujourd'hui? Regardez, quand Juppé a fait, alors en l'occurrence, une erreur absolument inouïe, qui est la phrase sur Thomson, ça vaut rien, moins que rien. C'est très frappant. Dès le lendemain, l'éditorial du Figaro, ou Libé aurait dû être, c'est quand même l'erreur du siècle. C'est dire ça par rapport à l'opinion publique. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Eh bien, on a attendu que les sondages montrent que la population avait été choquée par ces propos pour que la presse dise « Ah oui, c'était quand même... » Attendez, alors moi je vais vous dire qui fait l'opinion publique. Si je vous écoute, qui fait l'opinion publique, ce sont les sondages. Ce sont les sondages, donc. Il n'est pas d'accord. Non, c'est pas vrai. Pour le coup, c'est pas vrai. Dès que la phrase a été prononcée, il y a eu quand même quelques voix pour dire c'est la gaffe du siècle, en effet. Et c'est pas la première gaffe. Et justement, ce qui est intéressant dans ce numéro de Libé, c'est qu'il y a un dossier sur les erreurs, sur les fautes et sur les gaffes. Vous savez, les Français, ils posent la question quand M. Lamassoure va dans sa circonscription. Les gens lui disent, alors vous en avez pour combien de temps encore?
Hein, c'est vraiment un sujet politique, ou alors sinon on arrête de faire ce métier. Moi, je voudrais à ce stade faire simplement une observation. Qu'est-ce que certains journalistes politiques ont tendance à appeler gaffe? C'est quand on ne parle plus la langue de bois. Ouais, enfin, c'est autre Et chose. je verse cette remarque au dossier sur la connivence entre les hommes politiques. Quelquefois c'est vrai, je reconnais, quelquefois c'est vrai. Mais là, dans le Parce qu'en l'espèce, le Premier ministre mais a en la l'espèce, qualité... c'est pas vrai. Dans le cas précis, c'est pas a la qualité de rappeler un certain nombre de vérités dures à entendre. Et à ce moment-là, on dit, mais pourquoi dit-il ça? La vérité dure à entendre, c'est que des ouvriers qui travaillent, ça ne vaut rien. C'est que des scientifiques, ça ne vaut rien. Des techniciens, ça ne vaut rien. Des ingénieurs qui travaillent, ça ne vaut rien. Ça n'est pas ce qu'il a dit. Si, pour les gens, c'est ça qu'il a dit. Allez, on va maintenant regarder comment Carl Zero fonctionne. Est-ce que vous avez tous ici regardé déjà une émission de vrai journal de Carl Zero depuis le début de l'année? Oui, François Hollande, Philippe Alexandre également, Gilbert, Plantu? Pas encore, vous allez voir quelques exemples. Monsieur Badiguel? Bien sûr. Oui, également. Monsieur Lamassoure aussi? Non. Non, vous n'avez jamais vu une émission de Carl Zero Mais encore? non, parce qu'à cette heure-là, je suis au bureau. Alors c'est vrai que, outre le départ de... Le dimanche? C'est le dimanche. Le dimanche, vous n'êtes pas au bureau, vous êtes à votre permanence peut-être, ou en tout cas dans les Pyrénées-Atlantiques. Bon. C'est vrai que, outre le départ de Philippe Alexandre d'RTL, dont on a parlé tout à l'heure, l'actualité c'est aussi la suspension de Carl Zero. Ça prouve qu'en tout cas, M. Lamassoure n'a pas censuré Carl Zero. Pas off, je suis out. C'est un out, c'est vrai. Il est suspendu. C'est déjà bien qu'il ait accepté notre invitation aujourd'hui. Je vous remercie. Hein? Mais pas KO encore. Non. Non, quand je te vois, ça me remonte. Je me dis, dans 50 ans, je serai encore en forme. Donc l'émission... L'émission de Carl Zero mélange donc des interviews d'hommes politiques qui sont très sérieux. C'est pour déconner. Bah, il sait bien que c'est pour déconner, Jean-François. Ah bah parce que t'as l'air tout triste d'un Au contraire, c'est un éloge. Vous connaissiez avant l'émission ou est-ce que c'est un tutoiement de circonstances? Non, c'est un numéro. C'est un numéro, d'accord. Donc Carl, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour Plantu, pour Monsieur Lamassoure par exemple, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas le vrai journal, c'est donc une émission qui mélange des interviews d'hommes politiques le plus sérieusement possible et puis des parodies à la manière de Carl Zero depuis quelques années où il se moque un petit peu de toute la chose politique avec sa manière à lui de caricaturer en gros l'actualité. C'est un mélange qui est parfois un peu indigeste, en tout cas selon certains, et très digeste selon la majorité des spectateurs qui sont de plus en plus nombreux à regarder Carl quand Carl est à l'antenne, ce qui n'est pas le cas en ce moment mais il le sera bientôt. Voici donc un montage de ces interviews et puis quelques hommes politiques que nous avons été retrouvés pour essayer de commenter le style de Carl Zero. Michel Charasse, est-ce que vous auriez d'abord l'amabilité de me pincer pour prouver que c'est pas une interview truquée? Parce que sinon... Pas vous pincer, mais enfin vous serrez la main. Voilà, et ça, en trucage, c'est pas possible à faire. Parlez-moi justement du partage du travail et de la fin du travail. C'est un problème de qu'est-ce qu'on fait des gains de productivité. Cette économie, est-ce qu'il est possible de l'affecter, par la manière dont on a fait l'affaire, de l'affecter au financement de la perte de salaire, pour qu'il n'y ait pas de perte de salaire? J'ai rien compris. Il faut recommencer plus simple. Le vrai journal de Carl Zero, la nouveauté de la rentrée, l'émission qui devait renouveler le genre, pas de marionnettes comme dans Les Guignols ou au Bébé Show, mais de l'ironie avec de vrais hommes politiques. Dans le genre, il y avait déjà eu Baffy, mais là, les questions étaient tout sauf politiques. Quand on est connu, c'est plus facile avec les gonzesses ou c'est plus difficile? C'est forcément plus difficile parce qu'il faut mettre des lunettes noires. Raymond, une question, quand on est homme politique, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après? Je crois pas. Ça t'a aidé, toi, dans les... Ça rentre pas. D'abord, pourquoi me tutoyer? Voilà, parce que je t'aime bien. Bon, d'accord. Tu es sympathique. On n'a pas vécu ensemble comme ça. Parce que j'ai pas voulu. C'est-à-dire que depuis que j'ai rencontré ma femme, qui est fantastique, alors les gonzesses ne me concernent plus. Plus du tout. Plus du tout. Tu t'es fait couper par un veto? Oh, pas du tout. Vous n'avez jamais touché un centime des sociétés Socopap et Gifco? Ah, écoutez, alors là, jamais je n'ai touché un centime de ces sociétés. Pourtant, comme le Baffy Show supprimé, le vrai journal est suspendu suite à un sketch truqué, bien sûr, où des tueurs abattaient Jacques Chirac, Alain Juppé et Jean-Louis Debré. Parodie d'une scène du film Pulp Fiction, jugée inacceptable par le CSA. Vous serez Premier ministre, si vous êtes un jour Premier ministre, même le conditionnel, ça vous fait pas rire? Non. Il faut être un petit peu cinéphile, fréquenter un peu les salles de cinéma. Il est certain que quelqu'un qui n'a pas vu le film peut ne pas comprendre du tout et prendre cela, mais vraiment pas avec la distance, avec la connivence que suppose l'humour. On peut dire qu'il n'y a pas d'humour pour tous. J'ai cru à un moment, parce que tous les hommes politiques c'est un peu narcissique, que c'était à cause de moi. Puis après j'ai compris que c'était pas moi qui étais tué, c'est le président, c'est ça.
Je pense que l'Élysée a voulu faire la promotion de l'émission de Carte Zéro parce que tout le monde maintenant attend la prochaine. Et je suis heureux et fier d'avoir participé à la dernière émission de Carte Zéro. Si on sort de l'Europe, quel débouché on aura, à part Andorre, Monaco et San Marin? Et qu'est-ce que vous êtes en train de me chanter là? Je vous pose des questions. Attendez, mais si on sort de l'Europe, on a le monde. On sera concurrentiel subitement. Il faut sortir, Carte Zéro, il faut sortir. Au-delà de cette suspension, paraît-il passagère, une question. L'émission, présentée comme enfin du vrai journalisme avec de vraies questions sans complaisance, est-elle si subversive que ça? Fait-elle du bien ou du tort à ceux qui y participent? Au sortir d'une autre émission très sérieuse, celle-ci, Philippe de Villiers dit y avoir trouvé son compte. Les journalistes qui nous interviewent habituellement sont tellement tristes que lui, au moins, va se marrer. Et puis, je vais entrer dans son jeu. Lui, il va faire Carte Zéro, il va me caricaturer, ça va aller au-delà de la caricature. Bon, et puis moi, je vais être moi-même, et puis on va se marrer, on va voir. Et finalement, les gens verront que derrière la caricature, il y a du relief. Chacun sait que l'autre peut se servir utilement de l'un et inversement, et donc, sachant que les hommes politiques vont se servir de cela, ils jouent le jeu. Ils jouent ce jeu-là. En même temps, donc, ils acceptent d'être tournés en dérision, puisqu'ils ont les bénéfices de la sympathie, de la familiarité, etc. Et d'autre part, un satiriste politique accepte, en quelque sorte, de servir l'image, ce qu'on appelle l'image, rapidement, des hommes politiques. C'est le serpent qui se mord la queue. Maintenant qu'on se connaît, est-ce qu'on peut se tutoyer? J'allais te le proposer. Qu'est-ce que vous écrivez, Karl? Non, je note que il y a, je sais pas, un intellectuel, je sais pas qui... Un prof à Sciences Po. Un prof à Sciences Po qui dit tourner en dérision. À aucun moment je ne tourne en dérision dans l'interview la personne que j'interviewe. Par exemple, De Villiers, je lui avais amené un harmonica, parce qu'il se trouve qu'il joue de l'harmonica. Il nous a joué l'hymne de l'Europe. C'était assez drôle, mais je ne l'ai pas diffusé, ce qui est bien la preuve que j'aurais pu me servir de ça. Pourquoi? Non, je ne l'ai pas diffusé parce que ça ne rentre pas dans le cadre de ce que j'ai envie de faire. Ça n'apportait rien. Non, ça aurait eu un côté Sébastien, où je n'avais pas envie de ça. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était d'essayer de comprendre en quoi, ce que j'ai dit tout à l'heure, en quoi ces hommes politiques sont humains, en quoi ils sont comme moi, comme vous, comme toi, Jean-Luc. C'est ça qui m'est... Et puis, il y a un autre aspect dans cette interview, c'est que souvent, quand on regarde l'émission, enfin, quand on pouvait la regarder, comme on pourra la regarder à partir du 1er décembre, il y a des reportages assez durs sur la corruption, sur tout ça. Et donc on peut se dire, alors c'est une émission de tous pourris. Je crois que là, dans ces interviews, on se rend bien compte que c'est justement le contraire. Il ne s'agit pas de montrer que tous les hommes politiques sont des pourris ou que tous les journalistes, les confrères journalistes sont des pourris. Il s'agit de montrer la réalité des choses. Et c'est pour ça que j'aime pas l'idée de on et de off. J'aime bien que les gens soient normaux et disent normalement ce qu'ils pensent. Prenons Rocard qu'on a vu là. Quand je suis allé voir Rocard, je me disais, oh là là, je vais me faire chier, ça va être l'enfer et tout. Forcément, vous allez voir Rocard. Eh bien, il était passionnant. Au début, il s'est un peu égaré. Je lui ai dit, je comprends rien, il faut recommencer. Et finalement, j'ai compris comment on allait enfin résoudre le problème du chômage. En tout cas, la version de Rocard. C'était intéressant. J'ai appris des trucs. Je me mets à la place d'un téléspectateur moyen. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on ne le faisait pas répéter. Mais c'est tout le problème des journalistes politiques. C'est tout le problème de Rocard. Mais non, c'est pas c'est pas le problème de Rocard, c'est le problème des journalistes politiques. C'est que quand tu es journaliste politique, tu peux difficilement dire à un mec, je n'ai pas compris un mot. Tu es censé tout comprendre. Toujours. Oui, Donc ce qui fait que c'est une surenchère de langue de bois. Je te pose une question en langue de bois, tu me réponds en langue de bois, je te réponds en super langue de bois et ainsi de suite. Et à la fin, plus personne ne comprend rien. C'est là où le bas blesse et où il était temps, à mon avis, à mon humble avis, vous en pensez quoi? Changer le dialogue. Le tous pourris, c'est vrai que c'est quelque chose qui plane, qui revient régulièrement dans les dossiers. En préparant cette émission, beaucoup d'entre vous ont évoqué cette espèce d'épée de Damoclès qui est terrible parce que c'est la fin de la démocratie. Est-ce que vous pensez qu'il est important que les hommes politiques, avec ou pas la complicité des journalistes, c'est ce qu'ils nous réunit ce soir, essayent de reconsidérer la façon dont ils s'expriment auprès du public? Oui, bien entendu. Bien entendu, je crois que ce qui est important, dans ce qu'a dit notamment Carte Zéro, c'est qu'il a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas tomber dans la dérision. Et je crois qu'effectivement, autant on a besoin d'une presse d'opinion, d'une presse critique et de ce que j'appelais l'irrévérence, autant la dérision discrédite finalement la politique. Nous n'avons pas encore réussi en France le mariage entre la politique et la télévision. Je pense que nous manquons de vraies émissions de débats politiques de fond entre politiques, sans journalistes, ou les journalistes étant là simplement pour donner la parole, si je puis dire. Comme dans ces débats qui précèdent les élections présidentielles. Par exemple,
il n'y en a plus en dehors des périodes électorales. Or, les Français auraient besoin de savoir aujourd'hui sur les grands sujets, la politique économique, le chômage, pourquoi est-ce que nos directeurs ne le font pas? Parce que ça marche pas. Ils refusent les débats, les face-à-face, maintenant, les hommes politiques. Ils ne veulent plus être... Vous savez, il y a eu un moment où ça s'appelait armes égales et tout. C'était des matchs assez passionnants. Nous en faisons avec François Hollande, mais nous n'attirons pas encore les très grandes émissions. Sur le câble, essentiellement, sur LCI. Mais 9 fois sur 10, les hommes politiques refusent. Ils veulent venir parler à la télévision sans contradicteur. C'est une erreur. Ils veulent être bordés totalement. C'est une erreur. Et je pense que de ce point de vue aussi, nous avons jusqu'à présent raté le rendez-vous du Parlement avec la télévision. Il est On a l'impression que tout le monde dort, c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est la caricature qui traîne, quoi. Il faut parler de dérision. Mais oui, parce qu'à l'heure actuelle, les seules quand tout le monde est là, quand tout le monde est là en plus. Les seules séances du Parlement qui sont télévisées, c'est les questions d'actualité, qui sont une auto-caricature de la politique par les députés. On ne voit pas travailler, quoi. Pourquoi Parce que c'est le principe même des questions d'actualité. Et ce qui m'a choqué, par exemple, il y a un mois, nous avons eu un mercredi après-midi, séance de questions d'actualité, toute l'Assemblée est comble, on s'invective, c'est le charivari habituel dont personne ne retire rien, et puis à 16h, on arrête, on commence le débat budgétaire, excusez du peu, c'est l'occasion pour le gouvernement de présenter toute sa politique et pour l'opposition de critiquer toute sa politique. Mais pourquoi on charrie, les caméras se retirent et les députés se retirent. Et pourquoi on fait du bruit devant les caméras? Pourquoi est-ce que les députés font du bruit devant les caméras? Je crois que, par exemple, aux États-Unis, le Congrès des États-Unis, c'est beaucoup mieux adapté au rythme de la télévision, aux règles de la télévision, et que le citoyen américain, au total, peut suivre de plus près les débats politiques, là où ils doivent normalement avoir lieu, au Parlement. Jean-Luc Delarue, il faut demander aux membres du gouvernement comment se passent les questions d'actualité. Les gens voient une espèce de spectacle, ils ont l'impression que le gouvernement est interpellé. Or, en réalité, les ministres, y compris le ministre du Budget ici présent, ils ont à midi la question qui va leur être posée. Un de leurs collaborateurs leur rédige les éléments de réponse et ça perd évidemment immédiatement tout côté polémique, dialogue et spontané. Non, l'opposition ne téléphone pas ces questions. C'est pour ça qu'elle a si peu de temps d'ailleurs. Mais je pense que sur un point, je rejoins Alain Lamassoure, le Parlement n'a pas du tout été organisé par rapport à la télévision. Alors à un moment, on avait pensé faire une chaîne sur le canal numérique, là, une chaîne qui serait uniquement les travaux du Parlement. On se rend bien compte qu'on aurait dû... Ça existe plus ou moins. Mais ça existe, mais on a énormément de mal à la faire en continu. C'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de public. Mais en tout cas, c'est dommage parce que c'est comme un peu pour les journalistes. Ce qui se passe n'est pas ce qui se dit, c'est ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire le travail en commission. Et s'il y avait plus de commissions d'enquête, y compris sur l'affaire Thompson, peut-être qu'on aurait plus d'intérêt. Donc les journalistes ne sont pas là aux bons endroits, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit pour l'instant. Est-ce que vous iriez jusqu'à révéler des affaires, Karl, si vous aviez l'occasion, si vous avez un dossier qui arrivait jusqu'à vous? Ah bah bien entendu, c'est le principe même du vrai journal. C'est de pas garder pour soi des trucs et de raconter les choses comme elles sont. Et croyez-moi, Jean-Luc, c'est pas facile. Ça se voit. Bah, prenez courage, Karl, quand même. Vous revenez bientôt, vous reprenez bientôt le boulot. Quand oui, même. 1er décembre. 1er décembre. Christian Proust, justement, pour nous parler d'une affaire vécue à l'intérieur, va nous rejoindre. Monsieur Proust. Bonsoir. Merci de votre invitation. Vous asseyez à côté de Jean-François Kahn. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez? Non. 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 Vous êtes président du Conseil général du territoire de Belfort. J'ai dit l'été dernier, en fait, c'est le printemps dernier. En mars de cette année, je crois, entre le 15 et le 30 mars, vous avez passé 2 semaines en prison. Vous étiez mis en examen pour escroquerie. Le 15 mars, la justice vous a suspecté d'avoir employé des manœuvres frauduleuses pour aider une entreprise à s'installer dans votre région. Je donnais ce petit préambule, mais je crois qu'on va regarder quand même un petit film qui est en fait le reportage qui a été diffusé par France 2 le soir où vous êtes sorti de cette quinzaine de jours en prison. Regardons Monsieur Proust et vous le commenterez juste après. Christian Proust dehors. C'était hier soir vers 20h. Le président du Conseil général de Belfort sort souriant mais fatigué de la prison de Mulhouse. Retrouvailles avec sa femme et ses amis après 15 jours de détention. Quelques mots aux journalistes. L'homme est plutôt amer. Je suis encore en train de me demander ce que j'ai fait ici pendant 15 jours. Je veux dire, tous les Français doivent pouvoir se dire qu'ils peuvent aller en prison sans qu'aucun élément puisse être retenu contre eux, sans qu'aucune preuve, aucune charge puisse être mis à mon encontre. J'ai passé 15 jours en prison et je pense que chaque Français doit s'interroger sur notre système judiciaire, sur ses dysfonctionnements graves. La libération de Christian Proust intervient après celle du PDG de Gigastorage, Bisser Dimitrov, il y a quelques jours, mis en examen pour escroquerie par la juge d'instruction.
Jean-Pierre Maillot, le directeur de l'Agence pour le développement de Belfort, reste en prison. Christian Proust est donc libre, mais placé sous contrôle judiciaire. C'est toujours sous contrôle judiciaire, M. Proust? Oui, tout à fait. Plus ou moins Je n'ai assoupli. pas été interrogé une seule fois par la juge d'instruction depuis le 5 avril. D'accord. On parlait du tous pourri tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression qu'être homme politique, c'est être déjà suspect? Bon, il y a un contexte qui est assez défavorable, mais je veux dire que pour ma part, je considère que la liberté de la presse et la transparence de la vie politique est tout à fait indispensable. C'est-à-dire, j'ai été victime quand même du fonctionnement de la presse dans un premier temps. Le soir de mon arrestation et de ma garde à vue, les journaux de 20 heures ont présenté l'affaire sans recul. Le problème des journalistes, c'est toujours de se présenter comme ayant la vérité. Et donc, lorsqu'il la présente aux téléspectateurs, il la présente sans prendre de distance. Quitte à changer de vérité le lendemain. Quitte à changer de vérité. Et ça, c'est ce dont je peux me féliciter. C'est-à-dire que lorsque les choses ont évolué, quelques jours après, il y a eu un autre regard de la presse sur mon affaire. Lorsque je suis sorti, j'ai eu la possibilité de m'exprimer. Et contrairement à beaucoup, il y a 40 000 Français qui rentrent en prison chaque année en détention provisoire. Il y en a 2000 qui sortent en étant complètement innocentés. C'est-à-dire qui passent des mois en prison. Donc, contrairement à beaucoup d'autres qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, moi, j'ai pu m'exprimer et grâce à la presse, pour essayer de faire passer quelques idées sur la nécessité de changer la justice. Et je crois, de façon tout à fait importante, de laisser la presse faire son travail. La question que je me posais, parce que là, vous dites beaucoup de bien de la presse, je crois que ça n'a pas toujours été le cas, quand même, notamment dans la façon dont la presse locale a traité votre affaire, votre incarcération. Je voudrais savoir, M. Proust, en résumé, de la manière la plus synthétique qui soit, et la plus franche évidemment, qu'est-ce que votre histoire personnelle, ce pan de votre histoire personnelle, c'est pas grand-chose qu'un jour dans la vie d'un homme, c'est vrai qu'on paraît plusieurs années, mais qu'est-ce que ça vous a appris? J'imagine que c'est long. Qu'est-ce que vous avez appris sur le fonctionnement de la relation entre hommes politiques et médias? Je pense que essentiellement, la presse massacre les gens qui sont en situation de faiblesse. Je veux dire, elle est quand même assez respectueuse des puissants et assez dure avec les gens qui sont en situation de difficulté. Je dirais, mais comme tout le monde. Donc, ce qui est important, c'est peut-être de susciter dans la presse la capacité d'un regard peut-être de compassion, une plus grande attention à la possibilité de l'erreur, faire en sorte que, de façon générale, elle se donne comme mission de rechercher la vérité. Parce que ce qui me surprenait tout à l'heure sur le débat sur le in et sur le off, c'est qu'on n'a jamais mis en avant la question du téléspectateur ou du lecteur. C'est-à-dire le rôle du journaliste, c'est quand même d'aider le lecteur à essayer de comprendre dans le discours de l'homme politique ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, de donner du sens, de faire de la mémoire, c'est-à-dire de faire ce travail qui est indispensable dans une démocratie. Et je pense que quelquefois, le fonctionnement de la presse ne permet pas de le faire pour des questions de moyens, parce que je pense que la presse est une industrie, c'est une économie, et comme la justice n'a pas beaucoup de moyens pour faire son travail, quelquefois donc elle fait des erreurs, la presse n'a pas toujours non plus le temps et les moyens de faire un vrai travail d'investigation. Est-ce qu'un journaliste peut sortir une affaire sans l'appui d'un procureur ou d'un juge d'instruction? Oh oui, ça me paraît tout à fait indispensable. Oui. Enfin, tout à fait indiscutable. Je dirais que... Et indispensable aussi. Oui. Non, parce que, de fait, le fonctionnement dans un certain nombre de villes ou de départements, je dis, était quand même des choses connues de l'opinion publique. Et quelquefois, on attend que la justice intervienne, alors qu'il est possible de faire un travail d'investigation. Monsieur Lamassoure, est-ce que vous avez l'impression qu'un homme politique semble plus suspect aujourd'hui qu'il l'a été ces précédentes années? Parce qu'il y a eu des années très agitées aussi, de parlementarisme très dur sous la troisième, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'homme politique est... Oui, indiscutablement, on est passé d'un excès dans l'autre. Dans la commune où je suis premier adjoint, un conseiller municipal a été condamné parce qu'il y a eu un accident très malheureux sur une plage. Il y a un rocher qui est tombé et qui a malheureusement tué une estivante. Et l'adjoint chargé de la sécurité a été considéré comme responsable, mis en examen et condamné. Je trouve que c'est excessif, bien entendu, et que ça illustre que l'on est passé d'un extrême à l'autre en ce qui concerne la responsabilité des hommes politiques en quelques années en France. Maintenant, ils sont responsables de tout. C'est abusif. Parce qu'on parle de la cote de confiance des hommes politiques les uns par rapport aux autres, mais la cote de confiance... De toute façon, le problème de la presse, si les hommes politiques, à partir du moment où il y a des journalistes politiques, on l'a dit tout à l'heure, qui s'occupent vraiment de politique, puisque maintenant tout le reste, il y a des spécialistes. S'il y a une crise du politique, ça entraîne une crise de la presse politique. C'est un peu comme... vous êtes liés. C'est un peu comme Juppé qui entraîne Chirac dans sa chute. Eh bien, les hommes politiques, s'ils chutent, entraînent la presse et vice-versa.
Je crois que ce qui serait le plus grave pour la presse, ça m'a touché quand vous l'avez dit, le plus dangereux pour la presse, il faut faire très attention, et on est tous dans le coup, c'est de ne pas donner l'impression que la presse achève les blessés. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette tendance-là, et même Juppé, c'est là où, pour une fois, je rejoins Paul Gilbert. Il faut faire attention de ne pas donner l'impression qu'il y a une tendance au lynchage qui fait, il est à terre, il saigne. On le termine. Comme nous sommes des professionnels et que, comme nous sommes des professionnels, forcément, on doit être dans le vent. Le vent, c'est qu'il est à terre et qu'il saigne. Allons-y. Il faut faire très attention à ça, parce que je crois que ça, c'est très mal ressenti. Il y a un autre danger. Je reviens toujours à l'aspect économique des choses, c'est que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut sortir des affaires aujourd'hui? Or, il y a de moins en moins de journaux d'investigation, de moins en moins de journaux qui ont les moyens d'avoir des journalistes d'investigation, parce qu'il faut travailler très longtemps, ça n'est pas un rendement immédiat, et il y a de moins en moins, par conséquent, d'investigations. Il y aura de moins en moins d'affaires qui sortiront. Non, Philippe Alexandre, il y en a beaucoup plus qu'un titre qui a sorti l'affaire Urbain, il y en a plus qu'avant. Des financements occultes de partis, notamment du Parti républicain. À l'époque, son président s'appelait Philippe Mess, député du Parti républicain. Si vous me permettez, je crois que ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux mises en examen de journalistes et de directeurs de publication, l'Est républicain et Le Monde, pour avoir publié des documents issus de dossiers d'instruction. C'est-à-dire qu'il y a une tentative quand même pour faire en sorte que la presse ne puisse plus parler des affaires pour, dans une certaine mesure, donner les faits et donner les éléments qui permettent aux lecteurs de se forger une opinion. Et je pense que ces actions que M. Toubon a engagées ne vont pas dans la bonne direction et ne permettent pas, comme le souhaite M. Lamassoure, que le débat soit large et que la transparence de notre vie politique soit totale. Je demande à Denis Robert de nous rejoindre, s'il vous plaît. Monsieur Denis Robert. Vous voulez poser une question? Oui, allez-y, d'un micro. Allez-y. Prenez un micro, cette fille. Bonjour, enchanté, asseyez-vous. C'est M. Proust. Denis Robert, il y a une jeune fille qui a posé une question. Je donne la parole à Denis Robert dans un instant. Allez-y, mademoiselle. Ça marche tout seul. Moi, j'ai vu l'intitulé de l'émission et j'ai pensé que la question, c'était pas simplement est-ce que les journalistes politiques font la politique, c'est-à-dire est-ce que leur rôle, c'est d'assassiner les hommes politiques. En fait, ou de les encenser. Ou de les encenser. En fait, est-ce que tout simplement, ils ne prennent pas la place des hommes politiques? Mademoiselle, à qui vous posez la question? Je pose la question aux politiques, en fait. François Hollande. C'est peut-être alors... La question aussi, c'est quand vous essayez d'expliquer quelque chose et que vous faites un discours d'une heure et qu'on ne retient qu'une phrase et que cette phrase va faire finalement la une de tous les journaux pendant 3 jours. Alors, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Oui, nous vivons maintenant sous 2 contraintes. Et là, votre question est très pertinente. La première contrainte, c'est ce qu'on appelle la dépêche de l'AFP. C'est-à-dire qu'on peut faire un discours, une déclaration importante, développer une idée. Le titre d'une dépêche AFP va porter sur une phrase, et quelquefois une demi-phrase. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans le jargon une petite phrase. L'importance de la dépêche AFP, précisez-le, c'est qu'elle est reprise par toute la presse, et elle va être souvent reprise dans le journal de 20h, car dans le défilé des informations, c'est cette phrase-là, et pas le discours, qui peut effectivement faire événement. Mais vous la soulignez vous-même quelquefois, reconnaissez-le. Mais oui, peut-être. Vous soulignez vous-même. Mais sans doute. C'est vrai. Mais cette phrase-là, elle est prononcée. Il faut vivre avec cette contrainte, et c'est vrai que les hommes politiques, sachant qu'il y a cette reprise, font cisèlent des phrases dont ils savent qu'ils... Alors, juste poser une mini-question avant votre deuxième raison. Une mini-question. Est-ce que c'est le journaliste de l'AFP, dans ce cas-là, qui fait son choix et qui donc fait l'opinion publique, ou est-ce que c'est l'homme politique qui arrive à manipuler, si je puis dire, le journaliste de l'AFP? Comme le disait Paul Guibert, les deux sont vrais. Les deux sont vrais? Il y a des fois où vous n'avez pas fait le choix de la phrase qui va sortir, et des fois, elle a été tellement travaillée qu'elle est reprise telle qu'elle. Mais c'est vrai que ça réduit, quel que soit l'auteur finalement de la phrase, ça réduit l'expression en une seule phrase. Deuxièmement, et puis, la deuxième contrainte, c'est l'image qui va être reprise d'une intervention télévisée et notamment d'un meeting. Les meetings, c'est quand même pas une activité naturelle. On ne parle pas à un micro dans une salle comme on parle à la télévision. Or, on va reprendre quelquefois 10 secondes, 20 secondes d'une image qui va faire elle-même événement. C'est pourquoi il y a un besoin, moi je crois, et ça s'adresse aussi à la presse écrite et à la presse audiovisuelle, d'avoir du temps. Et moi, ce que je pense, c'est que si on veut faire passer un message, il faut du temps, et ça suppose donc d'avoir une ouverture dans la presse écrite qui accepte de consacrer 1 page, 2 pages à une idée politique, mais ça a toutes les contraintes à ce moment de la profession
qui n'acceptent pas de sacrifier. On se plaignait que les femmes parlent pas. Soyez généreuses avec votre Il y avait une camarade. deuxième partie dans ma question, alors. c'était le fait de savoir si finalement les journalistes ne faisaient pas de la politique fiction, inventaient des scénarios qui pourraient se produire. Et est-ce que finalement les hommes politiques, dans ces scénarios, il y aurait une politique qui serait politiquement correcte et que les politiques devraient adopter, et une autre qui serait moins correcte, et dans ce cas-là, vous seriez condamné à adopter cette... si vous choisissiez cette issue-là. Peut-être que M. Lamassoure peut essayer de vous répondre. Oui. Non, moi, je ne ressens pas de frustration vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des journalistes. Je ne crois pas que les journalistes prennent la place des hommes politiques. Par contre, je ressens une vraie frustration vis-à-vis de ce que j'appelais tout à l'heure la tyrannie de l'actualité. D'innombrables fois, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Mais ce que vous dites là, pourquoi est-ce que vous ne le dites pas à la télévision ?» On ne peut pas le dire à la télévision parce que c'est jamais le moment. Et très souvent, quand nous faisons des émissions de radio, par exemple, le matin, donc, par exemple, je suis invité pour parler du budget, 3 fois sur 4, le journaliste qui m'interroge... Le Zaïre. Le Zaïre, la Corse, la maladie du président Yeltsin, et donc la moitié du temps est consacré à cela, et on a énormément de mal, non pas simplement à faire passer le message politique, mais simplement à parler du sujet dont on veut parler. Je donne la parole à Denis Robert. Est-ce qu'on a son bouquin? Oui, Denis Robert était journaliste à Libération pendant combien de temps, Denis? Je vous appelle Denis, je ne vous connais pas. Hein. Tout le monde va penser qu'on est tous copains. On va se vous voyez. On peut se vous voyer, mais qu'on ne s'est jamais vu, de toute façon. Non, c'est pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Vous avez quitté Libération parce que vous estimiez que vous ne pouviez pas parler avec suffisamment de liberté. Vous êtes devenu pamphlétaire. Moi, j'aime infiniment ce journal. J'y ai travaillé, j'y ai pris du plaisir, j'ai eu beaucoup de liberté. Mais les événements que je vivais, surtout les enquêtes que je faisais, ces affaires, surtout autour des paradis fiscaux, étaient d'une telle violence, et il y avait un tel mensonge et une telle société de connivence justement entre journalistes et hommes politiques, que l'espace très étroit d'un journal ne me permettait absolument plus d'écrire ça. Donc quand j'ai arrêté Libération, je ne savais pas que j'allais écrire ce livre, je ne savais pas que ce livre allait avoir la vie qu'il a en ce moment. Il va bien. Hein. Il va très bien. On dit que c'est le best-seller surprise de l'été pendant les affaires continuent chez Stock. Oui. En tout cas, là, vous vous exprimez en toute liberté. Oui. Enfin, on peut peut-être souligner le courage de votre éditeur si vous en avez envie. En tout cas, je crois que tous les éditeurs vous ont pas suivi. Mais par rapport à l'éditeur, c'était très intéressant le débat de tout à l'heure parce que j'ai eu deux éditeurs. Un premier éditeur qui s'appelle Plomb, qui appartient à un groupe qui s'appelait Alcatel. Et j'ai un deuxième éditeur qui est un vendeur d'armes puisque c'est Hachette. Et la maison d'édition s'appelle Stock. Mais dans ces deux groupes, dans le premier groupe, c'est un problème d'homme libre. Dans le premier groupe, donc, il y a un homme qui m'a censuré. Qui Alcatel, donc là, oui, voilà. Plomb. Et dans le second groupe, il y a un homme libre qui s'appelle Claude Durand qui a pris sur lui d'éditer ce bouquin. Donc dans tous les groupes, c'est les hommes. Ce sont les hommes qui décident. C'est souvent les hommes qui aident à la liberté, quoi. Ouais. Pourquoi vous avez senti le besoin quand même de vous exprimer hors rédaction? Est-ce que ça veut dire, par-delà le problème de Libé qui reste, j'imagine, votre quotidien préféré, est-ce que ça veut dire que dans le cadre d'une rédaction aujourd'hui, que ce soit un journal parlé ou un journal écrit, on ne peut plus s'exprimer en toute liberté, vous pensez? Il y a effectivement un problème de grande dépendance avec des groupes économiques, mais je crois que, en tout cas sur ces histoires-là, qui sont les histoires d'argent et de politique, puisque j'ai envie vraiment de parler de ça et que ça c'est important, j'arrivais plus. Il faudrait qu'au début de chaque journal, au début de chaque article, résumer les épisodes précédents. Voilà, et j'écrive l'argent dont il va être question ici, c'est votre argent à vous, ou que je parle. Et c'est très frappant. Moi j'ai sorti des trucs énormes sur le financement du Parti républicain, et ça a été très très peu repris. On dit que toutes les affaires sortent. L'enquête sur les finances du Parti républicain, elle est complètement cassée. Et pourtant, j'ai écrit, on m'a dit qu'on allait m'attaquer en diffamation pour ça. J'ai écrit que le Parti républicain, je le répète devant vous, monsieur Lamassoure, a un compte en Suisse. Le Parti républicain, j'ai expliqué que son financement occulte, avec monsieur Sellier, il y a eu de l'argent d'Alcatel, il y a eu de l'argent public qui a été détourné, et je vous le répète. Et donc, au niveau des réactions, on a dit qu'on allait m'attaquer en diffamation. Moi, je veux bien, j'assume. Et je n'ai pas du tout été attaqué. Il y a eu une annonce à l'AFP qui a été faite, etc. Mais en tout cas, le livre est sorti dans le silence le plus complet. On est à 80 000 exemplaires. Quelques journalistes, dont Philippe Alexandre ou Télérama, nous ont soutenus. Enfin, ont soutenu le livre, m'ont soutenu. Mais sinon, je suis invité à aucune émission politique. Je suis invité ici, je viens,
j'ai passé du temps avant de venir, donc je suis très content d'être invité, mais moi, je suis une espèce d'ovni dans vos histoires. Et pourtant, j'ai l'impression très profonde d'être un journaliste, mais peut-être pas un journaliste politique. Et la mort, en tout cas, ce que je pense être la mort du journaliste, c'est sans doute la séparation des gens. Et c'est de voir que dans les émissions politiques ou dans les interviews politiques, ces questions-là ne sont pas abordées. Attends, j'ai regardé le grand journal Le Monde exprès pour ça, il y a une quinzaine de jours. J'ai sorti une lettre de Toubon qui est extraordinaire. Toubon qui explique qu'il lutte contre la corruption. Il a écrit une lettre il y a 1 an où il intervient directement dans les affaires en cours pour les ralentir. Aucun journaliste n'a posé cette question-là. Comment vous l'avez eu cette lettre ? Je l'ai eu parce que j'ai beaucoup voyagé en Suisse et qu'on me l'a donné. Mais il y a des choses. Je veux dire, dites-nous en 2 mots, comment sortent les affaires ? Elles sortent par dénonciation ? Je crois ou par enquête, véritablement ? À mon niveau, c'est des relations de confiance que j'ai. Avec des gens qui en trahissent d'autres. Non, pas du tout. Ah bah si, directement. Non, c'est des relations. On a des gens... Moi, les gros trucs que j'ai sortis, c'était souvent parce qu'il y avait des hommes dans les appareils qui étaient vraiment scandalisés. Et donc, à un moment donné, il y a une espèce... L'humain ressort, quoi. Et on peut être... ça serait très... Donc, je tairai évidemment le nom de mes informateurs, mais... C'était évidemment... Non, mais c'est pas du tout le débat du in et du off. Ouais. En tout cas, vous êtes quoi, Denis Robert ? Vous voulez être un Jean Montaldo de gauche ? Pas du tout, puisque j'ai aucune haine. Moi, je ne crois pas du tout au tous pourris. Et je pense que les responsables en ce moment de la montée du Front National et du tous pourris, ce sont pas du tout des journalistes comme moi, mais ce sont ces hommes politiques qui essaient de nous faire croire qu'il n'y a pas de débat là-dessus, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème de financement des partis politiques. Or, quand même, les 4 plus grands partis politiques de ce pays ont tous à leur périphérie des sociétés panéméennes. Et il se passe en ce moment, dans les paradis fiscaux, en Suisse, au Luxembourg ou à Londres, des choses dont on est simplement au début d'une histoire. Alors moi, je veux bien les interviews politiques, je pense que c'est, en ce moment, en tout cas, c'était le thème de votre débat, je pense que c'est les hommes politiques qui font les journalistes. Et que les journalistes, en ce moment, se couchent. Développé, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand je regarde Anne Sinclair à 7/7, regardez le dessin de Plantu. Derrière vous aussi. Ah oui, mais je sais tout ça parce que j'ai beaucoup travaillé, puisque j'ai beaucoup rencontré... Vous avez trouvé beaucoup de complicité quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont envie que ces affaires sortent. D'où viennent les complicités ? Est-ce que ce sont toujours des gens qui trahissent ou est-ce que ce sont des gens qui enquêtent ? Mais non, mais ce n'est pas un problème de trahison, c'est un problème de rapport de confiance. Quand je vais voir un magistrat en France ou ailleurs, j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, il y a un moment donné où il faut se mettre dans la peau de gens. Je vais parler de Renaud Van Wimbeck, c'est un juge qui a fait la une de tous les médias. Pourquoi il accepte de me parler ? Pourquoi ? Et ce n'est pas du tout pour se faire de la publicité, c'est parce que ce juge dont on veut nous expliquer qu'il est le champion de France des affaires qui sortent, etc., il vient nous dire aujourd'hui, dans cette pseudo-démocratie, qu'il ne peut pas faire son travail, que toutes les affaires qu'il a eu à traiter ont été cassées, et cassées par la volonté du pouvoir politique. Mais c'est parce qu'en France, on a une justice qui est complètement dépendante de ce pouvoir politique, à la différence d'autres pays. On n'est pas on est dans une démocratie virtuelle. Alexandre. Ce qu'il y a de très intéressant dans le livre de Denis Robert, en effet, c'est qu'il montre un peu le désarroi du journaliste devant l'obstruction que fait le pouvoir politique pour empêcher finalement les Français de savoir exactement ce qui se passe. Et au fond, on a l'impression que c'est le côté romancier peut-être de Denis Robert, c'est presque plus la tragédie du journaliste devant cette espèce de mur de silence. C'est presque ça qui est le plus intéressant dans son livre, en dehors des révélations. Monsieur Lamassoure, vous voulez peut-être répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a un instant par Denis Robert ? Non, simplement pour montrer la complexité du sujet, je citerai le cas de M. Proust. Parce qu'en même temps, on se rend compte que les affaires sortent, finalement les affaires en ont plutôt trop que pas assez, et que dans un certain nombre de cas, on se rend compte qu'en réalité, les poursuites qu'on avait engagées ne reposaient pas sur grand-chose. Et moi, je suis personnellement choqué de constater que souvent, la presse monte en épingle des affaires lorsque quelqu'un est mis en examen, avec la volonté qu'exprimait tout à l'heure Jean-François Kahn d'aplatir encore celui qui est à terre. D'être à la mode, quoi. Voilà. Et puis, lorsque le procès est terminé, est-ce que finalement l'intéressé est mis hors de cause, alors à ce moment-là, on n'en parle plus systématiquement. Est-ce que c'est pour cette raison-là ? Par exemple, au cas de Michel Roussin, qui était membre du gouvernement de M. Balladur, qui a été mis en examen sur dénonciation, qui a démissionné immédiatement du gouvernement,
Et 18 mois après, lorsqu'il y a eu... Il a retrouvé du travail dans les il a retrouvé du boulot. Juste une question. Non, mais il a retrouvé du travail peut-être. Simplement, son honneur a été mis en cause et il n'a jamais pu le défendre. Et le jour où il y a eu un non-lieu... On quitte pas le sujet. Hein. Et le jour où il y a eu un non-lieu, c'était en page 7, en petit écho. Est-ce que c'est pour cette raison que vous n'avez pas voulu poursuivre en diffamation Denis Robert quand il a parlé du financement du Parti républicain? C'est justement... Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que vous avez peur qu'on monte en épingle le côté spectaculaire qui pourrait porter préjudice au parti que vous représentez? Ou est-ce que... Et parce que, un peu plus tard, même si vous aviez gagné, vous auriez peur que le non-lieu se retrouve page 19? Non, non, pas du tout. Ça, je ne crains rien du tout sur cette affaire. Bon. Attendez, Jean-Louis a répondu. Excusez-moi, monsieur. Non, mais il ne m'attaque pas parce que ce que j'ai écrit, c'est vrai. Et parce que quand le PR annonce à l'agence France Presse qu'il attaque en diffamation, il ment. Et ça, c'est très très grave parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Parti républicain, qui est quand même au pouvoir en ce moment, est financé d'une manière occulte par des comptes suisses. Non, monsieur, ça n'est pas le sujet de l'émission. Je n'étais pas... Non, attendez. Non, mais c'est pas un piège non plus, on n'est pas prévu de vous en parler. Je vous en prie. Je n'avais aucune responsabilité dans le Parti républicain à l'époque, et ceux qui avaient des responsabilités se défendront comme ils l'entendent. On est vraiment, excusez-moi, on est vraiment au cœur du sujet, parce que qu'est-ce que c'est que la politique? C'est aussi ça, c'est aussi d'expliquer aux gens que les hommes politiques sont le produit de partis, sont le produit de financement. Et en ce moment, ce qui fait monter l'extrême droite, c'est cette espèce de silence et de mensonge là-dessus. Il y a une autoroute pour Le Pen en ce moment, parce que justement, on essaie de taire ces questions-là. Parce que quand on a 7 magistrats, il y a eu un appel qui a été lancé à Genève, qui est signé en ce moment. Il y a plus de 300 ou 400 magistrats qui ont répondu à cet appel de Genève pour que les... Vous voyez ce que c'est cet appel? C'est pour que les juges puissent communiquer des uns aux autres. On a un ministre de la Justice qui dit que ça n'existe pas. On n'existe pas. Dans les émissions politiques, ce truc n'existe pas. Et pourtant, ça existe et pourtant, c'est gravissime. Oui, je sais de quoi vous parlez. Vous permettez quand même... Monsieur Proust, 2 secondes, oui. Ça s'appelle Denis Robert, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie son roman. Son essai, pardon. Son roman, vous prendriez mal. Hein, non, ça va. Je souhaite juste un instant dire que je refuse absolument que mon histoire serve à masquer des affaires politiques. Je veux dire que moi, je n'ai pas souffert de cette affaire au total. Ça m'a apporté plus de choses que ça ne m'a pris. Vous disiez à l'instant quand même qu'un jour de prison, c'est long, c'est dur. C'est dur, mais je pense que la politique, c'est aussi s'exposer. Et que la population souhaite que les hommes politiques s'exposent, prennent des risques, s'engagent. C'est ça la vie politique. Ce qui me frappe, c'est qu'on parle de la vie politique, ça ne soit que parler et que de l'image. Je veux dire, au moment de la guerre du Golfe, il y avait un quart des députés socialistes qui étaient contre la guerre du Golfe. Ils n'ont pas voté contre. Pourquoi? Pour leur carrière. Je veux dire, c'est ça que les gens ne supportent pas dans l'engagement politique. Attendez, attendez, on va pas faire la politique. Non, mais je voudrais lire un paragraphe très court du bouquin de Denis Robert, page 18. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il a dit quelque chose qui était un peu injuste quand même. Oui, mais il va dire quelque chose qui rétablit un petit peu, qui remet les choses à leur place. Regardez Jean-François, après vous pourrez vous exprimer tant que vous voulez. Donc page 18, donc assez tôt dans le livre. À part ça, j'ai longtemps eu un décodeur pirate. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai essayé de cacher aux impôts un certain nombre de mes piges. Depuis, les impôts m'ont retrouvé, m'ont chèrement payé la note. Le mot corruption me fait sortir aucun revolver. Les tricheurs sont plus rigolos que les champions de ligue de vertu. Je n'aime pas Philippe de Villiers, je fais un sale boulot, un boulot de faux cul, mais je me marre bien. Alors, est-ce que c'est le cas d'un peu tout le monde ici, selon vous, moi y compris? Je ne sais pas ce que vous voyez, ça. Non, écoutez, moi je ne voudrais pas laisser passer. Attends, je fais un boulot de faux cul, mais je me marre bien. Vous voulez dire quoi? Tout le monde fait un boulot de faux cul, attendez, qui serait qui répond là-dessus, Denis Robert? Je pense que oui, vous comme moi, enfin, il faut s'entendre sur le mot. Et quand non, bien sûr, je pose la question. Non, mais quand j'écris, c'est-à-dire boulot de faux cul, dans le sens où quand je fais ce type d'enquête, je suis obligé d'utiliser des stratagèmes et que l'information, c'est pas un truc qui tombe tout cuit comme ça. Donc c'est tout un. Et quand je dis que je préfère certains escrocs, c'est vrai que j'ai rencontré des faux facturiers avec qui j'ai passé des soirées formidables parce que le rapport à la morale est assez différent et que ces faux facturiers sont finalement ceux que ces politiques qui nous font des leçons de morale utilisent. Quel sens vous donnez à votre action professionnelle? Alors je trouve que je fais un boulot formidable et je suis très content d'avoir écrit ce bouquin. Mais quel sens? Pourquoi vous le faites? Mais je fais ça. Non, parce qu'il marche. Oui, il vous dénoncez tout le monde, y compris vous-même. C'est pas le problème. Non, je fais ça parce que si j'ai voulu être journaliste il y a 12 ans, c'était pour changer le monde. C'est-à-dire que c'était pour... et ça a l'air assez con comme idée, mais c'était ça. Et quand j'écris un bouquin comme ça, moi, j'ai l'impression que je le change pas mal, puisque je change le regard des autres sur les mensonges. À quoi il sert ce paragraphe? Il sert à montrer que vous dites, moi aussi je triche, tout le monde triche? Non, il sert à montrer que je suis pas un moraliste et un champion de ligue de vertu, et que j'ai des défauts comme tout le monde. Mais par contre,
ça me permet ensuite d'être crédible, parce que je me place pas au-dessus des autres, et de dénoncer cette espèce de mensonge qui, pour moi, est inacceptable. C'est-à-dire que vous dénoncez des petites fautes que vous avez commises pour crédibiliser les grosses fautes que vous dénoncez chez les autres. Si vous me permettez, il y a un peu une injustice sur un point, dans ce que vous dites. Moi, comme je n'ai plus 20 ans, comme l'a très gentiment fait remarquer Carl Zéro, il y a longtemps de ça, j'étais dans un journal qui s'appelait L'Express, et avec Jacques de Rogy, un ami, nous avons sorti, comme on dit, l'affaire Ben Barka. C'était un scandale terrible. On a été seuls pendant des semaines, des mois. On n'arrivait pas à le faire passer, la télé n'en parlait pas, la radio n'en parlait pas, les journaux ne suivaient pas. Ça a été une épreuve. Avec le recul, on dit c'est formidable, vous avez fait du grand pas. On l'a vécu comme une épreuve terrible, on se sentait complètement isolé, abandonné. Bien, en tant que directeur de journal, mon journal, comme l'IB, comme Le Figaro, comme d'autres, a sorti un certain nombre d'affaires, le sang contaminé, l'affaire Greenpeace, etc. Mais tout de suite, la presse a entraîné, a suivi. Tout de suite, elle a enquêté. Tout de suite, elle a essayé d'en savoir plus. Oui. Grâce à vous, d'ailleurs, à des gens comme vous. C'est-à-dire que je veux dire qu'il y a des aspects où la presse recule. Cette pensée unique dont je parlais tout à l'heure en matière économique, etc., c'est un recul. Le fait que les journalistes ont tendance à être dans le même moule, à dire à peu près tous la même chose spontanément, c'est un recul. Mais dans le domaine de l'investigation, il y a un progrès de la presse formidable. Et quand je vois que même Le Figaro, c'était pas coutumier, récemment a fait une série d'enquêtes sur la corruption à Paris, la corruption dans l'Oise, la corruption dans la région parisienne, incroyable, qui est un progrès de leur part formidable. Donc la vérité, non, c'est vrai. Je crois qu'il faut pas laisser entendre, faut pas laisser croire que la presse aurait démissionné et la presse ne jouerait pas son rôle d'investigation. Vous êtes d'accord, j'imagine, Denis. Non, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, Denis. Je peux répondre très rapidement. Allez-y, j'en prie. C'est que le problème n'est pas celui, c'est le problème de la séparation des gens. C'est le problème de la non-reprise. C'est quand on sort des affaires comme ça, on a l'impression qu'il y a une espèce de mur immense. C'est ce que disait Jean-François Kahn à propos de la femme Barka. Oui, mais en ce moment, le problème, il est là. Le problème, il est que ceux que vous appelez les journalistes d'investigation, ils ne sont jamais repris par les journalistes politiques. On a l'impression que c'est deux mondes qui sont... Non, mais Jean-François dit que c'est difficile, mais que ça va de mieux en mieux, quoi. Ils sont pas repris. Non, mais ce qu'il dit, il y a une séparation. Allez, c'est la fin de cette émission. Jean-Michel Ry va nous rejoindre. Ça fait un petit bout de temps qu'on a commencé ce débat. On va le conclure maintenant avec Jean-Michel Ry, qui est le premier spectateur. Vous pouvez l'encourager si vous le voulez. Alors le rôle de Jean-Michel, c'est de conclure. Jean-Michel n'est pas un homme politique, n'est pas un journaliste, mais un auteur, un metteur en scène. Je ne sais pas comment vous dire, un fantaisiste, un auteur dramatique, ce que vous voulez en tout cas. Et en tout cas, un premier spectateur pour cette émission de ce soir. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Écoutez, hormis le débat propre de est-ce que les journalistes politiques font de la politique, ce qui me semble moins évident, ce qui est intéressant, c'est... Font la politique, on disait. Oui, hein. Font la politique, non pas de la, quoi. Oui, font la politique. Voilà. Bon, très bien, c'est évident. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir si votre émission a passé, c'est-à-dire est-ce que la politique a passé. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la communication. Moi, j'étais assis là-haut et j'étais dans un univers qui m'était assez familier parce que j'étais dans un théâtre. Et c'est évident, on ne va pas enfoncer les clous, que tout ça est un spectacle. Bien sûr. Alors, ce qui est faramineux... On essaye de faire sortir des accents de vérité autant que possible. Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est où passent les accents de vérité. C'est au moment où c'est le plus spectaculaire. C'est-à-dire que le spectacle que les hommes politiques et les journalistes redoutent, moi je trouve qu'ils devraient s'en servir. Car vous avez pu remarquer que c'est au moment où c'était le plus spectaculaire que les idées sont le plus passées parce que les gens ont le plus écouté. C'est normal puisque non seulement il y a des spectateurs, mais en plus vous faites venir du public et on est comme au théâtre de la ville devant les gradins. Donc je trouve que la vraie idée pour la politique, ce serait de se servir du spectacle et non pas le refuser. Ça me semble intéressant. Philippe Alexandre a dit aussi au début une chose qui va dans ce sens-là. Il a dit, mais finalement, nous sommes quoi? Nous sommes des critiques dramatiques face à des acteurs. Il a oublié un terme faramineux, c'est qu'il n'a pas cité des auteurs. Et ça manque cruellement, les auteurs. C'est-à-dire que dans un débat comme ça, ce qui manque le plus, ce sont quand même les auteurs. C'est où il y a eu des moments... Est-ce que vous considérez que Denis Robert est un auteur? C'est ce que j'allais dire. Vous avez pu remarquer que tout d'un coup, ça a pris quand il y a eu un auteur qui est arrivé. Et je voudrais dire aussi que ce manque d'auteur est compensé très intelligemment par le metteur en scène que vous êtes, parce qu'il y en a qui défilent derrière pendant ce temps-là. Il y a Flaubert, il y a Beaumarchais, il y a Montaigne. C'est-à-dire que ce manque d'auteur, pour que le spectacle soit complet, qu'on soit vraiment au théâtre, vous le mettez là. Et moi, mon conseil, si je peux donner un conseil à tous les gens qui sont ici, qui sont donc des acteurs, c'est qu'ils prennent un bon auteur. Et je conseille Shakespeare. C'est-à-dire que je pense que Shakespeare est quand même
celui qui réunit le plus le spectacle et la politique. Et qui tout d'un coup là, passionne les gens. Il n'y a pas de temps mort. Et si un jour, je ne sais pas qui, Le Pen faisait Richard III, Jospin faisait, je ne sais pas qui, Macbeth, Chirac faisait, pas qui, Hamlet, M. Hollande, M. Lamassoure, des trucs. Je trouve que ce ne serait pas une bête idée parce que il y aurait... Qui fait le roi lire toi, par exemple, t'as l'âge, on l'a dit. mais je pense que là, il y aurait une réunion de cette fiction, de ce spectacle, et qui peut-être intéresserait les gens, enlèverait le discours unique, et la poésie mélangée à la poétique donnerait la communication. Donc, et pour réunir tout, moi je pense qu'il faut faire un grand spectacle écrit par un grand auteur avec tous ces gens, et pour que ça marche vraiment, il faut que Plantu fasse l'affiche. Merci Jean-Michel Ribes, merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Bonsoir. On se retrouve mercredi prochain dans un instant, le dernier journal, suivi du cercle de minuit avec Laura Adler. Bonsoir, à mercredi. Merci. Bien bossé. Merci Sylvia. Merci Sylvia. Merci Philippe, c'est bien. Ça va bien? Je comprends le bordel de questions sur le